Ce que je veux faire ce soir, c'est un topo complet sur tout ce qui s'est passé autour de l'assassinat de Charlie Kirk. À la fois, c'est qui Charlie Kirk? Qui est l'assassin? Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui disent qu'ils sont liés avec les Groypers? C'est quoi les Groypers? Quels sont tous ces milieux un petit peu de l'extrême droite états-unienne? Quelles ont été les réponses de la droite et de l'extrême droite états-unienne? Quelles ont été les réponses des libéraux? Et un peu comment comprendre tout ce qui gravite autour des enjeux autour de ça. Comme vous n'avez probablement pas pu échapper à cette nouvelle, mercredi, lors d'un débat organisé à l'université de l'Utah, qui est donc une université dans l'État de l'Utah qui est connu pour être un État particulièrement mormon. Université d'ailleurs qui est plutôt de droite, plutôt conservatrice et tout. Charlie Kirk, qui est donc un militant et influenceur slash podcasteur slash débatteur conservateur républicain aux États-Unis, s'est fait assassiner d'une balle dans la carotide. Donc voilà, et donc ça a été la panique, etc., etc., etc. S'en est suivi des réactions vraiment absolument de partout, des réactions de la droite, de la gauche, des libéraux, etc., qui a fait que, bon, il y a eu quelques articles ici et là, notamment en France, sur qui est ce Charlie Kirk, ce charmant jeune homme qui s'est fait honteusement assassiner par peut-être quelqu'un de gauche, on ne sait pas. Est-ce que sa meuf était trans? En fait, très vite, comme ça a été très vite repris par le moulin médiatique et journalistique, et que, on va pas se mentir, en France, pour expliquer quoi que ce soit de la politique états-unienne, on n'a pas grand monde. Même Hugo Décrypte, on avait regardé, c'était toi qui me l'avais montré, Raz. Hugo Oui, Décrypte Hugo, qui avait fait un il, est truc vraiment, il a relayé la news de c'est un mec de gauche, où c'est clairement, le évident. sous-entendu, c'est un mec de gauche qui l'a buté, voilà, c'est la violence politique, etc. Enfin, les journalistes français comprennent quelque chose à la politique états-unienne, challenge. Déjà, la première question, c'est qui est Charlie Kirk? Il a été un petit peu décrit ici et là comme un influenceur conservateur, comme quelqu'un qui aimait beaucoup débattre. Il aimait la démocratie parce qu'il aimait le débat. Charlie Kirk, c'est un militant républicain, assez classique en fait, quand tu regardes un petit peu le début de sa carrière. Famille de cadres supérieurs. Et il a, on va dire, une vie de jeune étudiant conservateur assez classique. Notamment, en gros, en 2010, il a commencé son militantisme en faisant la campagne en fait d'un futur sénateur de l'Illinois. En 2012, il a commencé un petit peu sa carrière médiatique en écrivant pour Breitbart. Et donc, c'est un petit peu le moment aux États-Unis où se développe de plus en plus, parce que donc 2012, c'est quoi? C'est le début du deuxième mandat de Obama. C'est le moment où la droite s'arme vraiment intellectuellement pour reprendre le pouvoir. Il faut mettre fin aux années Obama, aux années du libéralisme, les années du mariage gay, les années de la diversité, etc. Bon, rappel, hein, Obama, ça reste un libéralisme assez léger. Hein, on reste dans une politique particulièrement impérialiste. Ça continue de torturer des gens à Guantanamo. Enfin, voilà. Mais en tout cas, la droite commence à s'armer et à ce moment-là émergent différents médias, notamment des médias comme Breitbart, qui lui a été lancé plutôt en 2007, mais qui a vraiment été très influent à la moitié en fait entre les deux mandats d'Obama. Et donc Breitbart, ça se lance en 2007 par Andrew Breitbart. Leur but, c'est de créer un média pro-freedom, pro-liberté et pro-Israël. La liberté aux États-Unis, à droite, ça veut pas dire la liberté. Aux États-Unis, le clivage gauche-droite, c'est un truc que j'aimerais bien que les gens comprennent en France. Le clivage gauche-droite aux États-Unis n'est pas comme le clivage gauche-droite en France. Aux États-Unis, c'est quel degré de libéralisme est-ce qu'on donne à l'économie. Ce qui fait que la gauche et la droite ont tendance parfois à intervertir de place selon différents trucs, et le thème de la liberté, qui est vraiment le mythe fondateur en fait des États-Unis, ne veut pas dire la même chose chez les libéraux que chez les conservateurs. Chez les libéraux, la liberté, c'est on va faire des lois minimales pour dire qu'il ne faut pas discriminer les gens, et on va encourager la libre entreprise pour amener le progrès. On va amener le progrès par la libre entreprise, etc. Et tout va bien se passer. Ça, c'est la liberté des libéraux, avec, pour protéger les droits un petit peu de base des personnes, c'est-à-dire les droits de base des personnes, c'est faut pas faire trop de discrimination, et peut-être faut éventuellement se dire qu'il faut protéger les minorités de la discrimination à l'embauche. Hein. C'est vraiment le truc de base. Hein. C'est pas non plus tous les trucs de diversité, de DEI, donc de Diversity, Equity and Inclusion, les trucs de multiculturalisme, etc. C'est beaucoup cette liberté libérale-là. C'est un truc de on va
amender à la marge, faire des quotas ici et là pour se dire que tout le monde a une opportunité dans le grand rêve américain. La liberté du côté des conservateurs est beaucoup employée pour dire autre chose. Il y a un gros thème des conservateurs, c'est par exemple la liberté des États. Pourquoi la liberté des États? Parce que comme les conservateurs n'aiment pas trop quand les libéraux ils mettent en place des lois fédérales pour protéger les minorités, bah du coup, au lieu de dire on veut pouvoir discriminer ces haines, eh bien ils disent on revendique la liberté des États et l'autonomie des États vis-à-vis de l'État fédéral. On est pour moins de gouvernement, pour permettre aux États de gérer les choses librement parce qu'on est un pays libre. Ça a été une stratégie historique de la droite états-unienne. Le principal inspirateur de ça avait été Lee Atwater, qui était un conseiller stratégique des républicains, notamment sous Reagan, où il y a une interview assez connue de lui, où en gros, il explique un petit peu la stratégie des républicains pour commencer à masquer leur message politique quand ils commencent à perdre sur les droits civiques, par exemple, quand le mouvement des droits civiques l'emporte, et que la droite peut de moins en moins dire ouvertement des trucs racistes. Et du coup, il dit, bah, avant, on disait N-word, N-word, N-word. Et ensuite, on a commencé à parler des difficultés économiques rencontrées par les États-Uniens ruraux, sous-entendu les Blancs. Et en fait, il explique vraiment que toute la stratégie vraiment de la droite, notamment de la droite raciste, suprémaciste blanche, etc., de se masquer, ça a été de... bah, ok, Ruffin, bah, les gens... Ça a été de se masquer derrière ce genre d'euphémisme, de dire la liberté, pour dire en réalité, on n'est pas d'accord du fait que vous protégiez l'avortement au niveau fédéral et nous, en fait, on veut interdire l'avortement. Donc, on va dire c'est la liberté des États. Pareil sur les droits civiques. On n'est pas content qu'il y ait un amendement sur les droits civiques et qu'au niveau fédéral, les droits civiques des Noirs soient reconnus et que la ségrégation soit finie. Donc, au lieu de dire on veut refaire la ségrégation avec les Noirs, on va parler de il faut de la liberté des États pour décider localement en fonction des spécificités locales. Au lieu de dire on veut pas que les Noirs travaillent et accèdent et en fait fassent concurrence aux travailleurs blancs, voire même accèdent à des postes de responsabilité parce que les postes de responsabilité ne devraient être réservés qu'aux blancs, on dit quand même l'égalité des chances a amené, malgré elle, à des conséquences parfois négatives pour les Américains ruraux. Pensez aux travailleurs américains ruraux, parce qu'évidemment ce travailleur américain rural est toujours présumé comme blanc. Bref, donc vous avez compris. Donc lorsque la droite parle de liberté, parle de débat, donc elle dit techniquement le même mot que les libéraux, mais en fait derrière, c'est un euphémisme et c'est toujours une stratégie en fait d'avancée masquée pour revendiquer en réalité la mise en place d'un système qui se revendique en fait inégalitaire, que ce soit entre les races, que ce soit entre les genres, etc. etc., etc. Pourquoi je fais un détour par là? C'est parce qu'en fait, Charlie Kirk, un des premiers, comment dire, la façon dont il arrive finalement à l'influence politique, au fait d'être un peu un influenceur de droite, c'est en écrivant dans Breitbart, ce fameux journal pro-liberté et pro-Israël. Et donc il écrit un article dans lequel il dit qu'il y a un parti pris marxiste et de la gauche libérale dans les manuels scolaires, selon lui dangereux pour l'Amérique. En fait, Charlie Kirk, le début de sa carrière et en fait qu'il n'a jamais arrêté de faire, ça a été de rentrer dans la guerre contre les universités et contre les écoles. De dire les écoles sont marxistes, sont libérales et c'est dangereux pour les États-Unis à cause du marxisme culturel qui est un truc vous devez en avoir entendu parler si vous avez traîné sur Internet depuis 2016, sur l'Internet états-unien, mais donc le marxisme culturel qui est toute cette théorie du complot vaguement anticommuniste, antisémite, etc., qui veut dire qu'en gros, les juifs induisent un marxisme culturel pour détruire la civilisation occidentale et que du coup, dès que vous entendez parler de marxisme culturel, en fait, vous entendez parler globalement du fait qu'ils veulent un nationalisme blanc. Et donc, vraiment, c'est ce par quoi a commencé Charlie Kirk, c'est pour ça que c'est assez symbolique qu'il soit mort dans une université. Il a commencé en tant qu'étudiant à faire une guerre contre les universités en disant les universités sont marxistes, sont gauchistes et c'est un danger pour les États-Unis. Il n'y a pas assez de liberté dans nos universités. Aussi, le libéralisme américain au marxisme, c'est quand même une vraie dinguerie. Ah non, mais ça, c'est tout le jeu de la droite états-unienne, c'est de traiter n'importe quel libéral de marxiste, de communiste, etc. Et relié à la fac des woke un peu ou pas? Et totalement. C'est un peu. Alors, Comment ça c'est un s'appelait peu la même déjà ce période. truc? Evergreen College. Après, le docu de con sur Evergreen est vraiment, pour moi, ça a été le blueprint, ce docu de con. Ah, mais bien sûr. Ça a été le blueprint de il y a Aja entre deux blaireaux. Vraiment, ça a été le blueprint de il y a personne à sauver aux États-Unis, c'est horrible. Ouais. Alors, parce que c'est vraiment des ricains racistes et fachos face à des woos complètement cons.
tout le monde se Mmh. bave dessus dans le bordel, tout le monde est stupide. Terrifiant. Bah, tu vois, Evergreen, c'est vraiment, tu sais, quand tu vois les extraits des membres du staff, des professeurs, et cetera, qui font des trucs ridicules en mode, «Je check mes privilèges, et on est tous dans le même bateau et on rame ensemble dans le même bateau et comme ça je comprends la discrimination raciale» ou je sais pas quoi. Tu sais, tout leur truc un petit peu ridicule de formation contre le racisme là, qui est ultra libéral, ultra ridicule, très c'est vraiment blueprint, du DEI en fait. C'est-à-dire que c'est juste une tentative un petit peu libérale de faire des formations contre le racisme, en ne changeant rien à l'institution. Cet extrait du documentaire où tu vois les profs faire ce truc ridiculement libéral de: «On va checker nos privilèges et vraiment c'est dur la fragilité blanche», le truc comme ça et cetera et on se bat la coulpe et cetera. Ça a été historiquement la façon dont les libéraux, donc «à gauche» entre guillemets, dont les démocrates ont tué les mouvements pour les droits civiques et les mouvements antiracistes. Mais c'est Olufemi Otaiwo, dans Elite Capture How the Powerful Took Over Identity Politics and Everything Else. Dans ce bouquin-là, justement, il explique comment les libéraux ont largement contribué au fait de. Et c'est ça, c'est comme Touche pas à mon pote. Exactement, c'est comme Touche pas à mon pote en France, mais d'une version un petit peu plus ridicule parce que c'est les États-Unis, comme d'habitude. Mais ils ont vraiment essayé de tuer dans l'œuf. C'est-à-dire que là où la droite a déclenché le macartisme, la chasse aux sorcières, la chasse aux communistes, etc., les libéraux, eux, ont récupéré un petit peu les mouvements de libération radicaux, notamment les mouvements radicaux noirs, etc., mais aussi LGBT d'une certaine façon, anti-guerre et tout, en les passant à la moulinette justement très libérale de le problème n'est pas le système, y compris économique, hein, parce que tous ces mouvements radicaux sont assez socialistes en fait, et les libéraux ils aiment pas trop ça, hein, même si c'est la gauche entre guillemets démocrate, ce n'est pas la même gauche qu'en France. Bon, on dirait la gauche en France c'est le PS, donc bon, c'est pas mieux. Pour revenir sur le truc de Evergreen, en effet la façon dont la droite a beaucoup utilisé ces incidents dans les facs et tout, un aspect ridicule, le côté c'est un peu des woke ridicules, c'est aussi parce que les extraits où tu vois les profs faire des formations ridicules contre le racisme, très individualistes, mais c'est un produit en fait de ce qu'ont fait les libéraux des mouvements de libération radicale, où en fait ils ont retiré tous les aspects structurels qui interrogeraient quand même beaucoup sur la structure de l'université, le capitalisme, etc. Et ils ont transformé en fait les mouvements de libération en demande d'égalité et en demande formulée à un pouvoir, donc en déférence envers le pouvoir, dans lequel aussi on fait déférence il y a une espèce de double déférence où on va prendre la minorité comme quelque chose auquel il faut faire déférence. Donc c'est-à-dire que tu es noir, apprends-nous à quel point c'est difficile d'être noir. Donc une politique de déférence vers le bas et de déférence vers le haut, puisque finalement c'est toujours les dépositaires du pouvoir structurel, du pouvoir économique, qui sont appelés en fait à prendre des apparats de moralité pour dicter un petit peu la façon dont il faut penser l'antiracisme. Ce n'est pas la libération socialiste. Non, c'est juste que Non, mais il faut plus de noirs dans pour les caricaturer, universités. c'est le moyen qu'ont trouvé les libéraux de paraître moral sans mettre fin au capitalisme, quoi. En Oui, c'est ça. caricaturant un peu. C'est ça. C'est un peu caricatural, mais on peut un peu le C'est résumer très comme ça, quoi. caricatural, le bouquin va beaucoup plus en détail là-dessus, mais c'est pour ça que ces moments-là, avec le moment anti-SJW, tout le focus sur Evergreen, sur les facs SJW, les facs woke, on parlait pas encore de wokisme à l'époque, mais sur le wokisme dans les facs, les trucs comme ça, etc. C'est le résultat en fait d'un vieux terrain de combat entre les libéraux et les conservateurs, où l'université est un espace à saisir en fait. Pour les libéraux, un espace de pacification, et pour les conservateurs, un espace à dénoncer. C'est-à-dire que les conservateurs ont toujours fait dans la dénonciation de l'université. Enfin, toujours fait, non. Mais à partir du moment où, en gros, après la Seconde Guerre mondiale, il commence à y avoir de plus en plus d'enfants de la classe moyenne qui ont accès à l'université. Ça coïncide aussi avec la guerre du Vietnam, ça coïncide aussi avec en fait, tout ce qui vient autour de l'été 68 et des grands mouvements en fait, de libération partout dans le monde, de l'internationalisme, des mouvements socialistes, etc. Il commence à y avoir une panique chez les libéraux comme chez les conservateurs de mince, il y a tous ces gens de la classe moyenne qui ont accès à l'université et maintenant ils viennent de gauche. C'est pas ce qu'on voulait. Et des conservateurs qui cherchent aussi à sécuriser aussi leur accès au pouvoir. Et donc c'est là en fait que l'université devient un terrain d'affrontement. Les libéraux, eux, essaient de mettre en place justement cette digestion des mouvements radicaux au prisme de la politique de l'identité pour les pacifier. Mais les conservateurs utilisent la présence de ces mouvements radicaux dans l'université pour justifier la prise en charge en fait de l'université par les intérêts privés et par les intérêts économiques privés notamment. Parce que par exemple, tu commences à avoir des gens qui sortent de l'université, qui sont des experts, et qui commencent à dire, en tant qu'expert, la guerre, c'est pas ouf. Moi, en tant qu'expert de la paix et des relations internationales, pour un truc que j'ai étudié par exemple, faire la guerre au Vietnam, c'est pas le truc que vous pensez.
Et je suis un expert, hein, je suis un intellectuel. Et c'était une époque où quand même, bon, tout le monde n'était pas un télo, il y avait un accès soudain et massif de la classe moyenne à l'éducation. Tu avais encore une révérence particulière qui était portée en fait aux professeurs. Et à ce moment-là, Nixon a une fameuse phrase qui dit "The professors are the enemy". Les professeurs sont les ennemis. Et en fait, la droite commence à identifier dans l'élite intellectuelle qui commence à se former, un véritable danger politique parce que commence à avoir accès à la légitimité de la parole politique des gens qui soutiennent des politiques plutôt libérales, plutôt progressistes entre guillemets, et donc qui vont à l'encontre en fait de tout ce que fait la droite. Et c'est un moment où la droite perd du terrain. Il y a le mouvement pour les droits civiques, il y a de plus en plus de mouvements de libération, et fondamentalement la droite raciste, ségrégationniste perd du terrain à ce moment-là. Donc c'est depuis là en fait que l'université est un lieu de conquête particulier pour la droite états-unienne, et Trump en fait a relancé cette guerre contre les universités. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? C'est parce que du coup Charlie Kirk s'inscrit dans cette droite ligne. En 2012, il fonde donc Turning Point USA. Turning Point USA, c'est une espèce de association politique qui a pour but d'influencer les universités et la jeunesse et de les rendre conservateurs globalement. Évidemment, c'est pas rentable, mais en fait, c'est un espace pour collecter en fait de l'argent de tous les riches possibles et imaginables qui veulent influencer la politique états-unienne, en ayant la certitude que derrière, ça va faire des vidéos YouTube, des meetings, des colloques, des permanences dans les universités pour faire de cette jeunesse qui fait peur, hein. En 2012 quand même, on sort de la crise financière, il y a eu Occupy Wall Street, t'as toute une jeunesse de gauche qui commence à se former, en plus ça vote Obama, il y a un peu ce côté de la jeunesse progressiste, libérale, qui va mettre fin au racisme et à l'homophobie, etc. et qui commence à un petit peu avoir des critiques aussi un peu sur le système capitaliste. Et en fait, Turning Point USA, c'est on va mener la guerre culturelle dans les universités. Vraiment, cette idée de guerre culturelle, elle est centrale dans la vie de Charlie Kirk, et c'est vraiment là-dessus qu'il a fait ses lettres de noblesse en fait politique. C'était un rêve de faire ça. Ah mais de toute façon tous les stérins et trucs comme ça, ils essayent d'émuler au maximum ce genre de pratique militante états-unienne. Charlie Kirk, c'est vraiment la partie, il a toujours été proche de l'establishment républicain, et il représente vraiment un petit peu la jeunesse du parti républicain qui va mettre en place ce genre de gros lobby pour rendre républicain toute la jeunesse de ce pays et mener la guerre culturelle dans les universités. Il est vraiment cette side-là un petit peu du parti républicain, avec une forte présence en ligne. Turning Point USA a beaucoup investi la plateforme YouTube. Je me souviens à l'époque des youtubeurs de gauche qui faisaient des reacts aux vidéos de Turning Point USA en débunkant les trucs, en faisant des trucs. Enfin, c'était vraiment cette période-là un petit peu de montée du YouTube de gauche. Les vidéos de Turning Point USA étaient absolument partout, et les debunkings des vidéos de Turning Point USA étaient assez présents. Il a fait la campagne de Trump en 2016, et il a toujours été dans ce truc-là, etc. Pourquoi il faut comprendre ça de Charlie Kirk? C'est parce que c'est un truc fondamental pour comprendre où il est mort, dans quel contexte il est mort, et qui sont ses ennemis. Où il est mort dans une université parce qu'il était en train d'organiser encore une espèce de tournée avec Turning Point pour faire des débats contre les méchants libéraux des universités, etc. etc. Ensuite, pourquoi? C'est parce que il fait partie de l'establishment du parti républicain, et que toute l'extrême droite états-unienne n'est pas forcément le parti républicain. Et c'est là qu'on va parler après de l'assassin et dans son appartenance probable à un autre groupe d'extrême droite qui lui est en concurrence / en tentative d'influence justement de l'establishment. Mercredi, Charlie Kirk a été assassiné, et on a retrouvé différents indices quant à l'assassin. Notamment, on a retrouvé l'arme, on a retrouvé des douilles, une douille qui avait été tirée, une douille qui n'avait pas été tirée. Et sur ces douilles, il y avait des inscriptions. Déjà, le premier truc, c'est il a été assassiné tout de suite, avant qu'on ait le moindre indice sur les douilles, sur les balles, sur la personne, etc. Tout de suite, la droite états-unienne a commencé à accuser la gauche. Faut dire ce qu'il avait écrit quand même. On est d'accord qu'il avait écrit If you're reading this, you are gay sur les douilles. Ouais. Moi, je suis désolé. Je suis un peu... Alors, En fait, il y a eu plusieurs pardon. étapes. C'est quand même marrant un peu, non? Mais justement, c'est le. Mais bref, il y a eu plusieurs étapes. La première étape, c'est le Wall Street Journal, qui est un journal conservateur, mais bon, ça visiblement, en France, tu vas à Wall Street Journal, ça doit être un journal sérieux. Le Wall Street Journal a commencé à diffuser un article en disant que on avait retrouvé des trucs pro-trans sur les balles qui avaient été tirées. Parce que sur la balle, il y avait marqué TRN, et il y avait une espèce de flèche, et du coup, ils se sont dit, c'est TRN pour trans, et la flèche, ça doit être un symbole trans. C'est littéralement ça. C'est vraiment le premier truc, ça a été il y a des messages pro-trans. Regardez, la balle, il y a marqué TRN.
comme trans. Alors que c'est juste le truc de l'usine qui produit ce genre de balles, etc. Mais en fait, immédiatement, on s'est beaucoup intéressé à ce qu'il y avait marqué sur les balles. Parce qu'en fait, bon, outre le truc où tout le monde a dit c'est un truc trans, etc., il y avait d'autres trucs qui étaient écrits sur les douilles des balles. Notices bulges, capital O-W-O. Donc, la première inscription sur la balle qui a été tirée, donc sur la douille de la balle qui a été tirée, c'est Notices bulge, oh wow, what's this? Point d'interrogation. Donc, ça veut dire remarque une bosse. Le paquet. Le paquet? Qu'est-ce Remarque que c'est le que paquet. ça? Point d'interrogation. Oh wow, et c'est oh wow, c'est un emoji. Oh, voilà. En fait, le truc, c'est que pour l'instant, la théorie un peu dark woke pro-trans n'est pas is not beaten. Là, alors, c'est ça. En fait, pour l'instant, c'est ça. Je vais montrer d'abord tous les trucs pour montrer que, ok, je comprends que des gens qui ne connaissent rien à la culture internet aient pu croire que c'était un truc pro-trans. Notices Bulge, c'est un mème classique du monde des furies. Donc, les furies, donc, c'est des gens qui émulent des avatars anthropomorphes animaux. Et c'est toute une sous-culture qui mêle ça à du kink, du roleplay, des trucs comme ça, etc. Et donc les Furies, c'est une sous-culture qui est très présente sur Internet, qui sur Internet est très 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 sexuelle. Les Furies ont une façon d'interagir entre eux qui est dans un langage, notamment les trucs owo que vous voyez, c'est vraiment, donc là vous le voyez ici, donc ça c'est un mème qui se moque d'eux justement. Hey, you're a cutie, flops beside you and nuzzle. Donc c'est vraiment où ils parlent, quand ils se draguent, ils mettent entre astérisques des trucs de je me mets près de toi et je te fais un câlin dans le cou. Donc voilà, donc c'est leur façon qu'ils ont un petit peu de se draguer, etc. Et donc ça, c'est un mème qui se moque d'eux en mode, globalement, c'est deux mecs dégueulasses qui se draguent derrière un truc, etc. Oh, nuzzles you back and pounces on you and notices your bulge. Oh, what's this? Parce que c'est en mode, oh là là, je sens que je sens ton paquet. Est-ce que c'est toi qui bande? C'est un truc de la sous-culture Fury qui est assez gênante et dont il y a toute une branche de l'internet qui aime beaucoup se moquer et c'est très très drôle. Un peu homophobe quand même donc. Bah oui, mais après. Encore une fois, je vous redis ce que je vous ai dit au début. Débarrassez-vous des notions de trans, pas trans, gay et pas gay parce que ce Là, on est milieu dans des d'internet. lores, les gens, c'est des dégènes en Oui, fait. Comprenez que c'est vraiment un lore de dégènes. Oui. Genre, faut que vous en fait. Vous liez ça trop à des cases idéologiques fermées, alors que vous avez affaire au plus grand puant de l'histoire du monde, en fait. C'est des puants qui se moquent Genre, d'autres c'est puants. vraiment genre. C'est des Et fétichistes ils qui aiment se ça- moquent en d'autres fait, fétichistes pour cacher leurs fétiches. genre, c'est Ou alors vraiment, des gens genre, qui c'est vraiment un sont autre lore, homophobes et quoi. transphobes et qui se moquent avec les fétichistes qui veulent cacher leurs fétiches. C'est un gros Oui, mélange. tu peux jamais en fait. savoir, Oui. c'est pas clair, Tu sais c'est jamais ce qu'il y a vraiment derrière sombre. ça. C'est Parce qu'il y en a autant qui sont vraiment, qui se retrouvent à se self-hate avec d'autres qui sont vraiment transphobes et sur des trucs comme ça, mais en même temps, ça les fascine vraiment parce qu'ils en parlent toute la journée, donc des fois, ils le sont un peu, tout en n'aimant pas la fin. Genre, c'est vraiment un deep lore, quoi. Genre, c'est compliqué à percevoir. Je sais pas si vous vous rappelez quand Antoine Léaumont, il avait posté un truc où on voyait un drapeau Oula. français et un drapeau. Notice le budge de Antoine femboy. Léaumont? Non. Il avait posté une photo en manif et il y avait un drapeau français et un drapeau femboy. Et Antoine Léaumont, je crois, a confondu le drapeau femboy avec un drapeau trans. Et il y a plein de gauchistes qui lui sont tombés dessus en disant « Ah là là, c'est bien la preuve que c'est fasciste parce qu'il y a un drapeau femboy au-dessus du drapeau français, donc c'est forcément des fascistes. » Le raccourci de fou avec Antoine Léaumont qui comprend rien. Ah. C'était un pote à moi qui lui avait refilé le drapeau. Mais donc, pourquoi il y a des gauchistes qui ont dit c'est un drapeau femboy avec un drapeau français, c'est forcément fasciste parce que le drapeau français c'est fasciste et deuxième indice femboy, c'est parce que dans ces communautés-là internet, Oh, what's this, Antoine? il y a beaucoup de femboys. I feel your Republican Bulge. Easy sur Cocard Bulge. Antoine. Oh. Dans ce fin fond des communautés 4chan, edgy, internet, extrême droite adjacente, mais surtout ce monde, le fond du fond de la fange de la culture même, il y a énormément de femboys, de catboys,
de Furies Et qui sont en moitié en qui self-hate, s- qui peuvent c'est- être des fachos par à ailleurs. moitié se Genre, détestent, à moitié sont fachos, à moitié il y en a qui fantasment le truc un peu d'être cet éphèbe romain qui va faire la guerre des civilisations contre les musulmans. Il y et a voilà, c'est très bizarre. C'est pour ça que je dis, sortez-vous de la tête les trucs, les trans c'est de gauche et les trucs. C'est un monde à part. Premier truc, un truc Fury, Notice Bulge. Bon, je comprends pourquoi les gens se sont dit que c'était un truc de trans. Et aussi parce que, soit dit en passant, en ce moment, il y a tout un backlash anti-trans aux États-Unis qui s'arrange aussi de faire passer tous les trans pour des dégènes comme ça, etc. Enfin bref, vous savez. Et donc tout ce qui est un petit peu dégenré, tout ce qui est un petit peu même dégénéré, devient associé en fait aux personnes trans en règle générale et tout. Alors que là, on parle d'un milieu qui est aussi loin qu'on puisse imaginer du monde trans mainstream. Ensuite. Et loin du monde mainstream tout court. Et loin du monde mainstream tout En court, fait. c'est ça. C'est vraiment, C'est que tout ce qu'ils sont est la version extrême dégénérée de ce qui existe, quoi. Que ça soit pour être trans ou je sais pas quoi, quoi. Donc voilà, donc ça c'est le premier truc qui avait marqué. Notice Bulge, oh, wow, what is this? Hey fascist! Exclamation point. Catch! Exclamation point. Donc la deuxième inscription sur une balle qui n'avait pas été tirée, il y avait marqué Hey fasciste, attrape. Du coup on se dit bon bah, ça doit être un mec de gauche, tu vois, il dit ah t'es un fasciste, vas-y attrape celle-là espèce de fasciste, etc. Parce que aussi aux États-Unis il y avait eu autour de la première élection de Donald Trump, etc. des débats à gauche sur la violence politique et notamment avec cette phrase qui a été beaucoup popularisée Is it okay to punch a Nazi? Parce que il y avait eu en gros un nazi qui essayait de provoquer des gens dans la rue en les provoquant en débat, etc. Et il s'était fait balancer un smoothie ou un milkshake sur la tronche. Et t'avais une partie de la gauche plus radicale qui était en mode bah oui, on punch les nazis en fait. Les nazis, on débat pas avec eux, on les frappe en fait. Et donc dans ce contexte-là où l'extrême droite états-unienne perçoit la gauche comme on va punch un nazi, etc. On va taper les nazis. Du coup, c'est parfaitement logique qu'on se dise bon ben sur la douille il y avait marqué Hey fasciste, attrape. Ça doit être un truc en mode je punch tellement de nazis que je lui tire dessus, tu vois. Up arrow symbol, right arrow, and symbol, and 3 down arrow symbol. Et ensuite, il y avait sur la. Donc, Hey fasciste, attrape ça. Et ensuite, des flèches très importantes, ces flèches. Parce que on ne peut pas. Le contexte est important. Avec une flèche vers le haut, une flèche sur le côté, 3 flèches vers le bas. Enfin bref. Les gens ont cru que les 3 flèches vers le bas, c'était les flèches antifascistes. Mais en fait, c'est une référence à un jeu vidéo. C'est une référence à Helldivers. Où tu peux balancer une grosse nuke sur un ennemi en faisant flèche en haut, flèche sur le côté et 3 flèches en bas. Et c'est devenu un peu un mème où comment dire, tu dis vas-y, oh là là, ou en fait en mode ah je finis le débat et ces flèches là sont le symbole de c'est bon je t'ai défoncé. Il n'y a que des références de mèmes du fin fond d'internet dans l'assassinat de Charlie Kirk. A second unfired casing read, Oh Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao Ciao. Et ensuite, donc voilà, sur une autre douille, il y a Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao Ciao. Alors forcément, tout le monde est en mode ce chant antifasciste de la Seconde Guerre mondiale. C'est un petit peu oublié que déjà le chant a été repopularisé aussi par Maître Gims. alors pas aux États-Unis, mais oui, la Casa des Papel et on reviendra après sur les Groypers, mais c'est un chant qui figure aussi sur la playlist des Groyper Wars dont on va vous parler après. Bref. On peut comprendre aussi que tu vois Hey fasciste, attrape ça, Bella Ciao, un truc dégène bizarre. Du coup, tous les médias ont dit c'est un trans de gauche qui a dit t'es un fasciste, je vais t'assassiner. And a third unfired casing read, If you read this, you are gay, LMAO. Et donc sur une troisième douille, il y avait marqué si tu lis ça, tu es gay, LMAO. Voilà, qui est un troll habituel sur internet de ah là là, t'es gay, you're gay. Si tu lis ça, t'es gay. Si tu lis ça, t'es gay. Voilà, c'est juste un troll. Enfin bon. Quel classique. Hein. C'est là que tous les indices autour de l'assassinat ont été lus par le monde mainstream comme les indices d'un militantisme de gauche et LGBT. Ce qui est compréhensible si tu ne connais pas la culture shitpost, la culture internet, et surtout si tu ne connais pas les Groypers. Les Groypers, c'est le nom qu'on donne aux fans de Nick Fuentes. Nick Fuentes, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était le mec qui, quand l'avortement, enfin quand la protection fédérale de l'avortement a été retirée, s'est illustré par sa fameuse phrase « Your body, my choice ». C'est un influenceur politique, totalement fasciste, antisémite. Il s'était fait plaisir à faire... Quand Elon Musk avait fait son salut nazi et Guillaume Erner n'était pas sûr que ce soit un salut nazi,
il s'était amusé à en refaire un pour être vraiment sûr de regarder, voilà, maintenant on peut faire le salut nazi, etc., etc. Nick Fuentes, c'est un streamer, influenceur politique qui concentre autour de lui toute cette communauté dont je vous parlais, de donc 4chan, qui est donc ce forum internet qui a beaucoup fait pour la culture internet et la culture des mèmes, et desquels sont sortis aussi beaucoup de trucs bien fascistes. Les trucs Notices Bulge, les trucs comme ça, tous ces mèmes-là, ultra référencés, ultra appréciés, etc. Beaucoup viennent de 4chan, qui est ce forum-là. Et notamment, il y a plusieurs parties dans ce forum, notamment la partie, le forum, le sous-forum Paul pour politique, dans lequel il y a plein de mèmes qui se sont développés, et notamment le fameux mème Pepe the Frog, qui est donc une grenouille qui a l'air particulièrement triste, et qui a beaucoup été utilisé comme une espèce de symbole de ralliement pour des jeunes blancs dépressifs, incels, qui voient dans Pepe the Frog en fait finalement une espèce de représentation de leur dépression et de leur nihilisme politique. C'est ce fameux mème Non, que mais ils vous avez dû connaissent voir un Pepe petit the peu partout. Frog quand Non même. mais Au secours, il est dans le chat partout là. c'est aussi pour ce cher public de YouTube qui peut-être est un petit peu vieux et ne connaît pas Pepe the Après, Frog, Marine Le désolé, Pen. iconique Pepe the Frog. Ah mais iconique, mais parce qu'en fait ça capture vraiment, quand on vous parle des incels, des masculinistes, etc., et des incels black pill, c'est-à-dire ceux qui considèrent qu'ils n'ont d'autre choix que de mourir ou de rentrer dans une spirale nihiliste parce qu'il n'y a aucun espoir sur le fait qu'ils vont un jour baiser, c'est beaucoup lié en fait à ça en fait. C'est vraiment toute une sous-section très en ligne de jeunes hommes qui sont d'autant plus séduits en fait par le fascisme que tout le truc que je vous disais là de presque que la classe moyenne, la classe ouvrière est devenue presque une espèce d'euphémisme à droite pour les blancs, s'ils s'identifient à ça. C'est des blancs de la classe moyenne ou des classes populaires qui sont privés de toute élévation sociale à cause en partie des politiques conservatrices, mais aussi des politiques capitalistes en règle générale, qui n'ont aucun accès à l'élévation sociale, qui se considèrent comme devant avoir accès à des choses qu'on leur refuse, parce qu'ils sont censés avoir accès parce qu'ils sont blancs, parce que ce sont des hommes. Donc parce que ce sont des hommes, ils doivent avoir un accès illimité au corps des femmes. Parce qu'ils sont blancs, ils doivent avoir accès à toute l'élite du pays et surtout une hiérarchie, ils doivent pouvoir diriger les noirs qui sont censés en fait revenir à l'esclavage parce que c'était pas si mal et que voilà. Et donc en fait, c'est toute une sous-culture qui cultive un rapport au nihilisme, au ressentiment, à l'autodétestation retournée après sur les autres, et qui a ce langage des mèmes qui est totalement incompréhensible aux personnes qui sont extérieures. C'est vraiment lié au truc incel, quoi. C'est très lié au truc incel, oui, de fou. Je me jamais senti aussi boomer. Ah mais les gens, là, là, je vous apprends beaucoup de choses, attention, accrochez-vous. Donc les Groypers, c'est vraiment cette partie-là, cette frange la plus nihiliste, radicale, self-hate de 4chan. Et beaucoup en fait de Groypers se sont retrouvés dans le public du streamer Nick Fuentes, donc ce mec complètement fasciste, etc., etc. Il y en a beaucoup qui ont dit que Trump, en 2016, s'est fait élire grâce aux mèmes. C'est une réduction de ce qui s'est passé, mais il y a eu en effet ce fameux moment de l'alt-right qui a mené après à l'élection de Donald Trump, qui était un moment particulier de la culture Internet. L'alt-right, c'est pas juste l'extrême droite américaine. Ça a été un moment d'émergence d'une extrême droite beaucoup plus décomplexée, qui se fédérait autour de la culture même, de la culture Internet. Et quand on parle de l'alt-right, ça a été beaucoup lié en fait à 4chan et à ces communautés politiques très radicales, très nihilistes autour de 4chan. À partir du moment où Trump a été élu, l'alt-right, c'est un petit peu, ce qu'on appelle vraiment l'alt-right, c'est un petit peu effondré. Ce qu'on a appelé la meme wars, c'était la guerre des mèmes. C'était des moments où le forum 4chan se constituait vraiment comme une armée de harcèlement, de trollage, des libéraux, de la campagne de Clinton, etc., etc. Et se sont constitués comme des espèces de soldats d'infanterie, des fantassins de la montée au pouvoir de Trump, de l'extrême droite et d'une nouvelle forme d'extrême droite qui revendiquait beaucoup plus sa violence. Voilà, Trump qui disait grab them by the pussy, c'est exactement là où l'alt-right a trouvé en fait une idole politique. Et ce moment de l'alt-right, c'est un petit peu épuisé après l'élection de Trump, et il y a eu une recomposition en fait de l'alt-right autour de figures comme celle de Nick Fuentes. Après que Trump soit devenu président et soit devenu finalement l'establishment, beaucoup de ces soldats de l'alt-right, de 4chan, etc., ont trouvé dans Nick Fuentes leur nouvelle idole. Voilà, Nick Fuentes, c'est lui. Et lui, les gens, il est pire que Charlie Kirk. Oui.
C'est Pour que vous pourquoi, oui, compreniez le niveau pourquoi de je vous fascisme. explique ça, c'est que ces gens-là détestent Charlie Kirk parce que Charlie Kirk n'est pas assez fasciste. Voilà son mec. Oui, c'est lui qui a rendu Kanye pro-Hitler, oui. Oui, notamment. Bah, ils sont racistes, mais jusqu'à ce qu'il y ait un Kanye qui dise Heil Hitler, quoi. Mais oui, il se traite avec Kanye West, etc., etc. Nick Fuentes considère que sa mission, c'est de faire progresser la bataille culturelle à l'extrême droite. Le problème de Nick Fuentes, c'est qu'il considère que l'establishment républicain n'est pas assez décomplexé, n'est pas assez fasciste, n'assume pas assez le suprémacisme blanc et le nazisme, etc. C'est pour ça qu'il était ultra heureux quand Elon Musk a fait un salut nazi. Il était en mode c'est bon, on a gagné, etc. Et donc beaucoup de choses que font les Groypers, donc cette communauté-là, ça a été la fameuse Groyper War. Pourquoi je vous parlais de la Meme Wars qui a mené à l'élection de Donald Trump, donc cette espèce de guerre des mèmes sur Internet. C'est qu'en fait, beaucoup ont retrouvé leur nouvelle guerre des mèmes avec la Groyper War. Et en fait, la Groyper War, donc les Groypers qui sont les fans de Nick Fuentes, en fait, quand vous parlez de guerre sur Internet, c'est des techniques de trolling, d'harcèlement, de trucs comme ça, etc., qui sont mises en place. Et en l'occurrence, la Groyper War, ça a été de troller Charlie Kirk. Parce que vu que Charlie Kirk, je vous expliquais, Charlie Kirk, il faisait ses tournées des campus états-uniens, il était dans la guerre contre les universités, et il faisait beaucoup de tournées des campus d'université où il organisait des espèces de débats avec les étudiants, wokistes, SJW, etc., etc. Et les Groypers, ils venaient à ces événements, et leur objectif, leur stratégie, il faut les voir comme des entristes accélérationnistes. Leur but, c'était de poser des questions ultra extrêmes à Charlie Kirk pour essayer de le pousser de lui-même à adopter des points de vue encore plus extrêmes que ceux qu'il n'avait. Charlie Kirk, il est déjà ultra raciste, ultra misogyne, ultra homophobe, mais leur but c'était de bouger la fenêtre d'Overton encore plus à l'extrême droite dans ce qu'il disait. Notamment, lors d'un événement à l'université d'État de l'Ohio, parmi les questions de l'assistance, les questions du public, sur 14 questions du public, il y en avait 11 qui ont été posées par des Groypers. Et donc les questions comme, est-ce que tu peux prouver que nos idéaux européens blancs seront maintenus si le pays n'est plus fait de descendants de blancs européens, par exemple. C'était vraiment le but, c'était de l'amener à dire des trucs beaucoup plus frontalement suprémacistes blancs, en disant non mais d'accord, tu parles des idéaux européens blancs, etc. Mais du coup, est-ce que tu penses que tu peux protéger ça si notre pays n'est plus fait de blancs européens, de descendants de blancs européens à cause du grand remplacement, tu vois. Donc voilà. Leur but, c'était de l'amener encore plus vers de l'extrême droite. Et pareil, ils s'en prenaient beaucoup à son... Ils s'en sont pris aussi à son au mec avec qui était Charlie Kirk pour faire le débat, qui était le co-présentateur en fait de cette espèce de débat, qui était un vétéran de la guerre d'Irak qui est noir et gay. Ils étaient en mode comment est-ce que le sexe anal peut nous aider avec la guerre culturelle, par exemple. Bref, des questions trolls et des questions qui visaient à déplacer la fenêtre d'Overton. Ce qu'ils n'aimaient pas avec Charlie Kirk, c'est que Charlie Kirk, comme une partie de l'establishment républicain, avait cette stratégie de prendre des tokens. Un homme noir pour dire des trucs tout aussi racistes que lui. Un homme noir qui puisse dire oh là là, il y a vraiment un problème dans la communauté noire, quand même, il y a un problème de délinquance, par exemple. Des gays pour dire que le wokisme est allé beaucoup trop loin à cause des trans. Et en fait, c'est vraiment cette pratique-là qui est assez prévalente en fait dans l'establishment républicain d'utiliser des tokens pour les. Mais sauf qu'en fait, les Groypers et les fans de Nick Fuentes, ils supportent pas ça. Les Groypers, justement, ils sont plus extrêmes, ils sont en mode non, Alors tu les que leur lâches. chef, est un. Oui, mais. C'est dire, il y a un problème avec les homosexuels, bref. Mais attends, parce que justement, c'est l'extrait de Nick Fuentes qui a tourné partout, où il disait que c'est ce qu'il y a de plus gay encore plus. Voilà, vous savez, le truc, c'est il y a rien de plus gay qu'un hétéro. C'est un peu un truc de Nick Fuentes. Il est en mode non, mais attendez, en étant un incel, parce qu'en fait, il est gay, mais il se revendique surtout comme un puceau. Genre lui, il revendique de ne jamais avoir baisé. Et c'est un petit peu leur homosexualité respectable à eux. C'est t'es gay, mais tu baises pas. Crary. Non, mais bien sûr, Crary. Mais c'était tout son truc de je suis encore. Ce qu'il y a de moins gay au monde, c'est d'être un incel puceau. Parce que réfléchissez, coucher avec une femme, c'est ultra gay. Il faut faire des câlins, des machins, etc. Et puis en plus, les femmes, elles aiment les hommes. Donc voilà, en fait, je suis le moins gay possible au monde, même si son mec est un catboy, parce que je ne baisse pas, donc voilà. C'est là où vous arrivez, en fait c'est là où il faut sortir de votre cerveau rationnel et il faut rentrer dans la logique du troll. C'est qu'il y a une culture de la mise à distance permanente, du troll permanent, et où rien n'est jamais sérieux, mais c'est quand même un petit peu sérieux derrière. D'ailleurs, il se chie dessus un peu, hein. Depuis Oui. que c'est devenu un peu sérieux avec cet assassinat. Je pense Ah que tu bah vas y venir plus tard. là, il a jamais autant parlé de Dieu et de Jésus que depuis que cet assassinat. Hein. Mais c'est toujours ces cultures-là, il y a une pratique de l'ironie permanente, de la mise à distance permanente, où évidemment qu'ils les pensent leurs trucs nazis, mais avec toujours une protection derrière l'ironie et le trolling. C'est ça. Mais et puis c'est malaise d'être premier degré, quoi. Oui, c'est ça. Donc ça, c'était la première Groyper War, c'était contre Charlie Kirk
pour aller troller justement ces débats publics. La deuxième Groyper War, c'était contre la candidature de Trump. Et pareil, hein, c'était le même délire. C'était de remplir l'espace internet de mèmes, de trucs edgy, de trolls, de trucs comme ça pour essayer de pousser la campagne de Trump à adopter des positions encore plus d'extrême droite sur la race, sur l'immigration, etc., 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 etc. Ils ont une stratégie d'entrisme et de bouger la fenêtre d'Overton encore plus à l'extrême droite. Ça, c'est un petit peu pour comprendre c'est quoi les Groypers. Alors pourquoi on parle des Groypers en parlant de l'assassin de Nick Fuentes? C'est parce que tous les mèmes qu'il emploie sont des mèmes présents dans la culture Groyper. Je vous parlais de la Groyper War. Il y avait des playlists Spotify pour les gens qui allaient troller Charlie Kirk sur ses tours de campus universitaire. Et dans cette playlist Spotify, il y avait notamment, dans chaque playlist Spotify des Groyper Wars, il y avait notamment un remix de Bella Ciao. Et il y a des Groypers sur Twitter qui ont Bella Ciao dans leur nom Twitter, etc. Donc c'est une espèce de référence de ralliement qui est extrêmement présent chez les Groypers, par exemple. Donc c'est pour ça que le Bella Ciao qu'on a pu prendre pour un manifeste antifasciste, c'est en réalité un mème utilisé par des fascistes. Pareil, le truc des flèches, le truc de Helldivers, c'est un truc ultra présent dans les communautés shitpost. Le mème anti-Furies, tout ce que je vous ai expliqué, voilà, les trucs de Fury, c'est vraiment des mèmes ultra présents sur Internet. Le truc If you read this, you are gay, c'est un des plus vieux trucs de trolling sur Internet, de dire si tu dis ça, t'es gay, lol, de toute façon t'es gay, lol, je t'écoute pas. C'est du trolling, c'est vraiment le truc de base. Après, on peut se poser la question sur Catch This Fascist, donc le truc allez fasciste, attrape ça. Mais il faut comprendre que les Groypers, ce qu'ils reprochent à Charlie Kirk, c'est d'être pas assez fasciste, et ce qu'ils reprochent à l'establishment républicain, c'est d'être soumis au fascisme juif. Parce que oui, les Groypers sont extrêmement antisémites, et ils font partie de ces gens qui considèrent les amitiés des États-Unis avec Israël comme une preuve de l'influence du lobby juif et du fait que les États-Unis vivent sous le fascisme juif. Well, listen up, left-wing scum. In the second administration of President Donald Trump, Heritage America is back. We're deporting every criminal illegal alien. And we're also going to work to deport anyone that supports Hamas and Hezbollah, anyone that gives support to Iran and the terrorists. Donc là, il est en train de critiquer le gouvernement états-unien parce qu'il dit « Oh là là, oui, les États-Unis sont de retour, on va déporter les immigrants illégaux et on va aussi déporter ceux qui soutiennent le Hamas. » Et là, il est en train d'imiter un symbole du juif qui se frotte les mains, là. Et c'est le fou du bus. Ah mais oui, les gens, c'est un antisémite patenté, genre c'est vraiment il est extrêmement antisémite. That's the Trump administration. Donc ça, c'est l'administration Trump. You're being sold fascism. On vous vend du fascisme. And then you read the fine print and Et après, tu lis les petits caractères. it's just Jewish fascism. Et c'est juste du fascisme juif. Encore une fois, si tu ne comprends pas... Légal ce discours au stade, bah bien sûr, puisqu'ils ont le free speech. Et surtout, c'est sur la plateforme Rumble, où tu peux dire tout ce que tu veux, où tous les fascistes d'Internet sont là, etc. Donc, une des explications très probable de Catch That fasciste et avec ensuite les flèches de Helldivers, etc., c'est aussi que c'est une référence au fait que Charlie Kirk nous vend un faux fascisme. Et donc, c'est plutôt une réflexion ironique sur le fait que Charlie Kirk n'est pas dans le bon fascisme, mais est dans le fascisme juif. Tout ça pour dire que, une fois qu'on comprend ça, qu'on comprend cette culture des mèmes, cette culture des shitposts, à quel point elle est présente dans cette extrême droite, et à quel point cette frange-là de cette extrême droite est aussi assez particulière, dans le sens où il y a un langage spécifique et une façon de manier l'ironie, les références, etc., pour se cacher derrière des couches et des couches et des couches et des couches d'ironie, ça donne aussi une lecture différente. C'est-à-dire que là où beaucoup de journalistes et beaucoup de Trumpistes, etc., enfin beaucoup de gens ont voulu, et même y compris beaucoup de libéraux, ont voulu chercher dans les indices qui étaient restés sur les douilles, tous ces trucs gravés, etc., ont voulu y chercher un manifeste politique, il se trouve que c'est plutôt un assassinat presque situationniste. C'est une take que j'ai vue d'un TikToker que j'aime beaucoup. C'est un TikToker et YouTuber qui fait des trucs qui fait de l'étude en fait sémiologique des mèmes. Mais qu'est-ce qu'il fait de la politique, PewDiePie, maintenant? Oui, j'avoue, il ressemble trop à PewDiePie. Il faut savoir que c'est des milieux qui sont très très nihilistes et qui considèrent
l'attentat suicide, etc., l'accélérationnisme fasciste, etc. Et donc en fait, il faut prendre en compte le fait que le troll fait partie de leur façon de vivre. À partir du moment où tu vis ta vie en permanence dans des milieux de trolls, de second degré, de mèmes, de mise à distance, de edginess, etc., il y a un aspect presque de performance de ce troll. En mode, c'est le troll ultime, la Groyper War ultime contre Charlie Kirk d'aller le buter. Et en mettant des mèmes sur les douilles, etc. Genre, c'est presque un truc. Et aussi qu'il y a un truc dans les. Comment dire? Le fait que ce qui a gravé sur les douilles, c'est pas un manifeste, c'est un petit clin d'œil aux communautés 4chan pour que du coup, ils disent est-ce qu'il est des nôtres? Et pour dire je suis des vôtres. Tu sais, il y a un peu un truc de. Il y a des couches et des couches de messages cachés, de dog whistle envoyés au Groyper et au milieu de 4chan, l'aspect, comment dire, nihiliste et accélérationniste, parce qu'il y a un truc aussi qui manque là-dedans, c'est que le milieu Groyper, le milieu de Nick Fuentes, c'est des accélérationnistes. Là où, on va dire, le monde de la politique mainstream est plutôt dans l'idée de construire quelque chose. On va construire l'autorité de l'État, on va construire un monde fasciste d'extrême droite, on va construire le Trumpisme, les républicains, etc. Les Groyper et ce milieu vraiment dark internet, etc. sont dans une vision accélérationniste et nihiliste. On va détruire et on va créer le chaos. Et c'est ça en fait au final ces Groyper là. Ils ont pas, c'est pas action directe. C'est pas en mode on a pensé l'assassinat politique comme une stratégie de soulèvement des masses, etc. C'est plus un truc absurde. C'est plus un truc de on va créer du chaos et on va toujours s'opposer à ceux qui veulent construire l'ordre et l'autorité, mais version d'extrême droite, tu vois, version fasciste. On va encore plus pousser le chaos pour, on sait pas. Il n'y a pas de but à tout ça. C'est vraiment un accélérationnisme aveugle, nihiliste, dans lequel en fait ils mettent l'entièreté de leur nihilisme politique et existentiel. Ouais, ça c'est le Joker, exactement, c'est vraiment le Joker les gens. Et donc c'est elle qui explique, donc c'est encore plus long, mais si vous voulez le lien, où elle explique vraiment le fait que on ne peut pas comprendre à la fois l'attitude de MAGA, donc des Trumpistes, vis-à-vis de l'assassinat de Charlie Kirk, ni l'assassinat de Charlie Kirk, ni la réponse des libéraux, etc., si on ne comprend pas qu'on parle de deux extrêmes droites différents. Pour ça, il faut comprendre le monde particulier du petit milieu de gens qui sont dans des références permanentes et dont en fait l'entièreté des références et des mèmes consiste à dire est-ce que t'es des nôtres, est-ce que t'es pas des nôtres. Si tu captes la référence, c'est que t'es des nôtres. Si tu la captes pas, c'est que t'es pas des nôtres. Donc tout ce petit monde-là où les inscriptions sur les douilles font partie de ça, font partie de cette culture même, cette culture ironique, cette culture du shitpost, mais aussi la politique profondément nihiliste et accélérationniste de ce milieu-là. Il faut s'attendre à ce que le mec n'ait pas vraiment de plan en fait derrière son assassinat. C'est pas un truc où on va se dire oui, je vais faire ça pour protester contre Charlie Kirk, etc. Il faut s'attendre à ce que ce mec, sa défense, ce soit I did it for the lols. Je l'ai fait pour les lols. Et c'est parce que ce n'est pas la même extrême droite que l'extrême droite trumpiste. C'est un monde à part, qui a ses propres codes et qui emprunte davantage au nihilisme, à l'entrisme et à l'accélérationnisme que aux politiques plus construites, plus traditionnellement conservatrices qu'il y a chez Trump ou qu'il y a chez Charlie Kirk. Donc bref. Et donc forcément, la droite a répondu de plusieurs façons. Le premier réflexe de l'extrême droite, ça a été de faire de Charlie Kirk un martyr. Un martyr de la violence politique et de la violence de la gauche. Et après, ils se sont rendus compte que déjà, le suspect venait d'une famille très conservatrice de l'Utah, donc une famille mormone, très conservatrice. Son père est shérif, il a fait une donation à la campagne de Trump. Donc ils se sont dit « Ah, c'est peut-être pas un gauchiste en fait, peut-être que c'est un des nôtres. » Et c'est notamment ce qu'a dit un des mecs, je crois, du FBI. C'est le gouverneur de l'Utah. I was praying that if this had to happen here, that it wouldn't be one of us. Donc je priais pour que si ça devait arriver chez nous, sous-entendu dans l'Utah, sous-entendu dans notre État conservateur, ce ne serait pas l'un des nôtres. That somebody drove from another state, somebody came from another country. Que quelqu'un serait venu d'un autre État, d'un autre pays. Sadly, that prayer was not answered the way Malheureusement, cette prière n'a pas eu de réponse. I hoped for. Just because I thought it would make it easier on us if we could just say, hey, we don't do that here. Juste pour, voilà, il est en mode j'ai prié pour que ce soit pas un gars de chez nous, juste pour qu'on puisse dire non mais ça n'arrive pas chez nous, ce n'est pas comme ça qu'on est, nous sous-entendu, les habitants de l'Utah, les conservateurs de l'Utah, parce que bon, voilà, l'Utah c'est un État mormon ultra conservateur, etc., ultra raciste, enfin bref. But it did happen here.
Donc voilà, donc c'est le gouverneur de l'Utah qui était en mode bon, ben malheureusement, c'est un des nôtres. Et il y a un moment, du coup, où toute la droite est un petit peu tombée de sa chaise en mode ah, c'est pas un gauchiste étranger immigré, mais en fait, c'est un gars de chez nous, d'une bonne famille conservatrice, qui a plutôt l'air de droite. Et donc voilà, donc ça, c'est le truc, le tweet de Matt Bernstein. Avant et après avoir appris que le shooter était un homme blanc cisgenre. Donc avant, c'était il est temps de faire revenir la peine de mort. Donc c'est donc une représentative, donc une élue du Congrès états-unien. C'est assez donc représentante Nancy Mace les commentaires sur le tueur de Charlie Kirk qui serait pro-trave. C'est des malades, hein. Et après avoir appris que c'était un homme blanc cisgenre bien conservateur de l'Utah, nous savons que Charlie Kirk voudrait que nous prions pour un tel drame, etc. Et des individus perdus comme Tyler Robinson, et donc prier pour que des individus perdus comme Tyler Robinson trouvent Jésus-Christ. Nous essaierons de faire pareil. Voilà. Charlie Kirk aurait voulu prier pour qu'il trouve Jésus, et nous prierons également pour que Tyler Robinson trouve Jésus. Nous croyons vraiment que si Tyler Robinson s'était jamais assis avec Charlie, le grand débatteur, l'homme de foi et de grâce qu'il était, Tyler n'aurait jamais tiré sur la La gâchette. la gâchette, oui. J'allais dire la jaquette. Les gens doivent le voir. Personne se moque d'eux à cause de ça. Ah bah si, du coup, les gens se moquent d'eux. Hein. Enfin, du coup, les gauchistes se moquent d'eux, quoi. Mais du coup, l'autre façon de retourner le truc, c'était... Non, mais même si c'était un mec blanc conservateur de l'Utah, il était trans. Bon, du coup, on a appris qu'il était pas trans, mais du coup, il était peut-être pro-trans. Le New York Post a publié un article affirmant que Tyler Robinson vivait... Alors du coup, vu qu'on n'a pas pu prouver que c'était une personne trans qui avait assassiné Charlie Kirk, on a dit ouais, mais il était coloc avec une personne trans. Donc voilà, si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Donc a publié un article affirmant que Tyler Robinson vivait avec et était en couple avec une personne transgenre. Leur source, Brooke Singma de Fox News Digital. Sa source non indiquée et non liée. L'article du New York Post est désormais utilisé comme preuve, alors qu'il cite Brooke qui n'a donné aucune preuve. Oui, donc on n'en a aucune idée en fait. C'est ça. C'est une fake news qui a été diffusée pour maintenir actif l'idée que les trans ont quelque chose à voir avec ça et donc que ça justifie une violence rétributive contre les minorités en règle générale, mais particulièrement contre les personnes trans. Ça a été relayé par l'AFP, oui, les gens. Parce qu'encore une fois, en France, tu vois Wall Street Journal et tu vas New York Post, tu vois Wall Street et New York, tu dis « Oh, mais c'est de la presse sérieuse, ça !» Et d'autant que, encore une fois, voilà pourquoi je vous ai expliqué tous les trucs sur les groypers, sur les milieux internet, sur le petit copain catboy de Nick Fuentes. C'est que, encore une fois, dans ces communautés-là, il y a énormément de femboys. Pourquoi ? Pas parce qu'ils sont pro-trans, ils détestent les personnes trans, ils sont dégoûtés, ils sont ultra transphobes, mais certains d'entre eux considèrent que, vu qu'ils sont physiquement indignes de leur masculinité, vous savez, c'est le petit monde des incels qui considèrent, encore une fois, la black pill, ils considèrent que comme ce ne sont pas des mâles alpha, ils ne méritent que de mourir, etc., etc. Certains, par ressentiment envers les femmes, considèrent que ce serait plus facile pour eux s'ils étaient des femmes, puisque les femmes dirigent le monde comme chacun le sait. Et certains se mettent à adopter des comportements et des fringues de femboy, donc plus féminines, en se disant peut-être que si je deviens plus féminin, vu que mon corps n'a pas une once de masculinité, j'atteindrai pouvoir dans le genre, je sais pas, bref. Encore une fois, ne cherchez pas la logique. Ne cherchez pas la pertinence politique. Ne cherchez pas la rationalité dans tout ça. C'est une des façons, en fait, dont les milieux edgy d'extrême droite sur Internet ont de digérer leur ressentiment, leur nihilisme et leur haine d'eux-mêmes. Et là-dedans, leur façon de jouer avec le genre, c'est ce truc-là d'être des femboys, d'être des catboys, de faire ça de façon ironique, de façon souvent très très transphobe, souvent parfois pour digérer leur propre dysphorie de genre, parfois souvent pour digérer leurs propres doutes vis-à-vis de leur corps. Et c'est une façon de performer pour eux. C'est toujours compliqué en fait de parler de ça, parce que ça peut très facilement retomber sur les personnes trans. Parce que très souvent, on associe beaucoup les personnes trans au progressisme, ce qui est largement vrai, mais du coup, dès qu'il y a une personne trans d'extrême droite, ou dès qu'il y a une personne d'extrême droite qui est un peu femboy, qui se porte des jupes, qui revendique une féminité ou quoi que ce soit, etc., on se met très très vite
à soit les laver de leur extrême droite en disant bah non, bah du coup Oui, regarde, ou c'est une alors des personne gens trans, donc tweetent, il il y a faut une enlever ça. pipeline, Ou alors les gens qui disent qu'il y a une pipeline transfemme nazie là. exactement. Ou alors des gens qui disent qu'il y a une pipeline de transfemme vers nazi, alors que non, c'est une pipeline de nazi à transfemme, pas de transfemme à nazi. Il y a une pipeline incel tout transfemme, par exemple. Ouais, mais tu vois, par exemple, typiquement, la pipeline incel à transfemme, les vrais incels qui transitionnent en meuf quittent les milieux Bah incel. oui, c'est de la self-hate souvent. En fait, c'est ça, c'est que Genre, tu étais c'est incel parce que la dysphorie, parce que gna gna gna, etc. Et en fait, tu te rends compte que tu as besoin de transitionner, et tu transitionnes, et tu sors de ces trucs-là. Dans ces milieux-là, ils restent incel. Et ils transitionnent jamais totalement. Parce qu'ils sont aussi extrêmement transphobes, et ils considèrent que les femmes trans sont des monstres. C'est pour ça que c'est des catboys et que c'est des femboys. Parce qu'ils sont trop transphobes pour transitionner aussi. Ça n'a rien à voir avec les catégories dont on a l'habitude de parler quand on parle de personnes trans, quand on parle de progressisme, quand on parle de personnes de gauche, quand on parle même de militants pour les droits des personnes trans, c'est à des années-lumière de ça. Et en fait, ça qui est toujours frustrant en fait quand on parle de ça, c'est que son coloc soit un femboy ou pas, ça ne change absolument rien à tout ça. Qu'il sorte avec un mec un peu femboy ou avec etc., ça a plus à voir avec la culture incel, nihiliste et qui digère très bizarrement son rapport à la masculinité du milieu de 4chan qu'avec les personnes trans. Mais ce sera quand même utilisé par l'extrême droite pour lier les personnes trans à l'assassinat de Charlie Kirk et donc justifier une violence rétributive envers l'entièreté de la gauche. Ensuite, il y a eu aussi le FBI qui a fait complètement n'importe quoi dans l'enquête. Parce qu'il faut savoir qu'à la tête du FBI, c'est l'extrême droite. C'est Kash Patel. Et Kash Patel, c'est un mec qui est dans ces trucs alt-right, qui est dans les trucs complotistes. Le problème, c'est qu'ils ont foutu à la tête du FBI, donc littéralement à la tête du Deep State, un mec qui croit à la théorie du complot sur le Deep State. Et il a rendu hommage à Charlie Kirk. Et pareil, les gens ils se sont moqués de ça en ne comprenant absolument rien. Donc Kash Patel, c'est lui, c'est le directeur du FBI. Le FBI qui a fait absolument n'importe quoi sur l'enquête parce qu'il voulait absolument essayer de prouver que c'était à cause de la gauche. Et bon, ils étaient un petit peu obligés de se rendre à l'évidence. Lastly, to my friend Charlie Kirk. À mon ami Charlie Kirk. Rest now, brother. We have the watch. And I'll see you in Valhalla. Repose, nous reprenons la veille et on se voit au Valhalla. Alors évidemment, il y a beaucoup de monde qui s'est moqué de lui. Regarde, il y a un chrétien conservateur indien qui a dit qu'il allait revoir Charlie Kirk dans le Valhalla. Oh là là, cet indien chrétien conservateur qui a fait une référence à des vikings, c'est tellement bizarre. C'est très vite oublié que les derniers mots du manifeste du tireur et de l'assassin de Christchurch, donc vous savez, le mec qui a fait une tuerie de masse avec un immense manifeste où il citait Renaud Camus, etc., c'est I will see you all in Valhalla aussi. Et en fait que les Vikings sont énormément récupérés par l'extrême droite parce qu'ils fantasment Et je une pense espèce que de masculinité nordique le mec nazie. est capable de et dire que- ça sans penser à Christchurch direct, mais Oui, bon, mais et le que gars est quand Kash même logique. Patel lui-même est dans ces milieux-là, suprémacistes bizarres, et qu'en tant qu'Indien, il peut dire « Ah non, mais c'est bon, je suis arien, etc. » C'est une ref. Mais le fait que tout le monde soit resté sur « Oh, il est indien, pourquoi il dit on se voit au Valhalla ? Il est chrétien, pourquoi il parle de Valhalla ?» C'est aussi, encore une fois, que des gens qui soit sont au courant et sont débiles, soit ne savent pas que pour comprendre l'administration Trump, pour comprendre la violence politique de l'extrême droite états-unienne, pour comprendre tout ça, il faut comprendre la culture même. Il faut comprendre la culture shitpost et il faut comprendre toutes les références ésotériques bizarres qui sont absolument partout dans l'extrême droite et qui sont absolument partout. Même les nazis, ils avaient des trucs ésotériques chelous. Enfin, bref. Un autre truc qu'a essayé de dire l'extrême droite états-unienne, c'est que le tireur, l'assassin de Charlie Kirk, avait été radicalisé à l'université. Alors, ça c'était encore une fois un peu avant qu'il y ait tous les trucs qui sortent un petit peu sur les mèmes d'extrême droite, sur toutes ces références, 4chan, etc. Mais il se trouve en effet que l'assassin est allé à l'université pendant à peu près 1 an et après il a drop out, dans une université les plus conservatrices de l'Utah hein, d'ailleurs by the way. Mais très très vite, encore une fois, Charlie Kirk, guerre contre les universités. Un des éléments de langage de la droite états-unienne, c'était c'est encore un gauchiste qui s'est fait radicaliser par les universités marxistes, donc il faut encore plus restreindre les universités. Dans un contexte
où l'université de Berkeley, par exemple, a envoyé 160 noms à l'administration Trump, dont le nom de Judith Butler, pour indiquer les personnes globalement à purger de l'université. Et donc pendant un moment, pareil, l'extrême droite a voulu utiliser ça pour justifier les purges massives des universités qui commencent à mettre en place. Le macartisme n'est clairement pas fini aux États-Unis. Les purges massives des universités et la reprise du contrôle massif de l'extrême droite sur les universités contre les libéraux, les LGBT, les pro-palestiniens, etc., etc., etc. Et donc c'était le truc de il s'est fait radicaliser à l'université, alors que la vérité, il a été à l'université pendant le Covid, et donc en fait il s'est surtout fait radicaliser sur Internet. Et en fait, in fine, ça a fait de Charlie Kirk surtout un martyr de la cause fasciste, notamment au travers de sa femme, enfin de sa veuve du coup, qui s'est énormément mise en scène dans une posture un petit peu de veuve vengeresse. Donc vous n'avez pas idée de ce que vous venez de déclencher dans ce pays, dans le monde entier. Vous n'imaginez pas le feu que vous avez allumé chez cette épouse. Les cris de cette veuve résonneront dans le monde entier comme un cri de guerre. Donc c'est pour ça que les médias d'extrême droite états-uniens essayent désespérément de relier l'assassin de Charlie Kirk aux personnes trans et à tout ça. C'est parce que dès la nouvelle de la mort de Charlie Kirk, il a été instantanément érigé comme un héros national, comme un martyr qui va être enterré dans la crypte du Capitole des États-Unis pour montrer que vraiment c'est un saint de la guerre sainte qui est menée, etc. Bah oui, mais le problème c'est que du coup, si l'ennemi il change, bah du coup ta guerre sainte c'est plus exactement la même. Et du coup, il y a un enjeu aussi de faire en sorte de maintenir cette violence rétributive il commençait à avoir des appels comme ça à la violence rétributive, de maintenir quand même cette violence rétributive contre les personnes qu'on veut, c'est-à-dire les libéraux, c'est-à-dire la gauche. Et enfin, on arrive aux idiots utiles. Les libéraux. Évidemment, Oh putain. un assassinat Allez, One politique. Un assassinat politique, c'est assez grave, c'est dur, etc. Et il y a eu plusieurs réactions. Je vais vous citer une réaction aux États-Unis et une réaction en France. La première, c'est celle de Ezra Klein. Ezra Klein, c'est un sioniste libéral qui a eu un podcast et un éditorial dans le New York Times, dans lequel tout son délire à lui, c'est le libéralisme bébête en mode « je ne suis pas d'accord avec toi, mais je me battrai pour que tu aies le droit de le dire ». Et qui a instantanément publié une tribune d'opinion. « Charlie Kirk was practicing politics the right way ». Charlie Kirk pratiquait la politique de la bonne manière. Parce que ce qui est bien avec Charlie Kirk, c'est qu'il faisait des débats. Et les débats, c'est bien. Alors que son assassin, il a utilisé la violence. Et la violence, c'est mal. Le fondement d'une société libre est la possibilité de participer à la vie politique sans craindre de violence. Perdre cela, c'est risquer de tout perdre. Charlie Kirk et sa famille viennent de tout perdre. En tant que pays, nous sommes également passés à deux doigts de tout perdre. Nous nous en rapprochons depuis un certain temps déjà. En 2020, un complot visant à kidnapper Gretchen Whitmer, la gouverneure du Michigan, a été déjoué par le FBI. En 2021, une foule a pris d'assaut le Capitole pour tenter d'annuler le résultat des élections, et des bombes artisanales ont été découvertes au siège de comités nationaux démocrates et républicains. En 2022, un homme s'est introduit par effraction au domicile de Nancy Pelosi, alors présidente de la Chambre des représentants, dans l'intention de l'enlever. Elle était absente, mais l'intrus a agressé son mari de 82 ans, Paul, avec un marteau en lui fracturant le crâne. En 2024, le président Trump a failli être assassiné. La même année, Brian Thompson, le directeur général d'United Healthcare, a été assassiné. En 2025, des cocktails Molotov ont été lancés au domicile du gouverneur de Pennsylvanie, Josh Shapiro, pendant la Pâque juive. Melissa Hortman, ancienne présidente de la Chambre des représentants du Minnesota, et son mari ont été assassinés, et le sénateur John Hoffman et son épouse ont été grièvement blessés par un homme armé. Mercredi, Kirk, fondateur de Turning Point USA, a été abattu lors d'un discours à l'université de l'Utah Valley. On peut désapprouver une grande partie des convictions de Kirk, et l'affirmation suivante reste vraie. Kirk pratiquait la politique avec justesse. Donc Kirk, un rappel. Le mec qui disait que on n'aurait pas dû abolir l'esclavage. Le mec qui disait des trucs ultra misogynes, ultra homophobes. Et l'argument pour pas abolir l'esclavage, c'est que la vie des Noirs était meilleure aux États-Unis. Oui, que les Noirs avaient une meilleure vie sous Et l'esclavage. du coup, son actualiste, c'est de dire, mais vous vous plaignez de vos conditions de vie, les Noirs, c'est vrai, vous étiez mieux traités sous l'esclavage, vous voyez bien qu'il n'aurait pas fallu l'abolir. Et ses fans applaudissaient en mode, oh bah oui, il a raison, ça me paraît, oui, il a totalement raison, ça me paraît vrai. Et les libéraux, les idiots utiles, comme ils ne voient de violence que de violence physique, ils ne disaient perçoivent ça pas la poliment, violence oui, voilà. concrète, la violence indirecte, certes, mais la violence réelle, permanente, quotidienne, des opinions de Charlie Kirk. Il y a une espèce de croyance chez les libéraux que les opinions, c'est juste des opinions, c'est juste le monde des idées.
Sauf qu'en fait, bah non, parce que les opinions, ça peut amener à des assassinats, comme chez Charlie Kirk par exemple. Il se rendait sur les campus et discutait avec quiconque voulait bien lui parler. Il aimait le débat. Il était l'un des plus efficaces praticiens de la persuasion de l'époque. Alors déjà, croire que Charlie Kirk était un grand débatteur, encore une fois, tu vois, c'est les libéraux. Dès qu'ils voient des gens débattre, ils se disent ah, tout va bien dans le meilleur des mondes. Ils voient pas que quand l'extrême droite débat, elle le fait avec mauvaise foi, elle le fait en disant des trucs qui devraient être réprimés par la loi, en vrai de vrai, si t'étais en France par exemple, genre, qui ont de l'incitation à la haine. Ils ne perçoivent que la chose que le débat, c'est bien, et donc les gens qui débattent, c'est bien. Donc voilà, il n'y a pas de violence à être anti-avortement et à dire tous les pires arguments anti-avortement à des meufs qui ont dû elles-mêmes avorter ou qui ont dû elles-mêmes passer par des moments très très durs de leur vie de femme. Non. Il n'y a aucune violence à ça puisque c'est du débat. Et il le faisait ça d'une bonne façon. Alors que la gauche pensait son emprise sur le cœur et l'esprit des étudiants quasi absolue, Kirk est intervenu à maintes reprises pour la briser. Lentement, puis d'un seul coup, il y est parvenu. Les électeurs en âge d'aller à l'université ont fortement basculé à droite lors des élections de 2024. Donc il dit non mais c'était un ennemi formidable, il nous a même battus, maintenant les étudiants ils votent à droite. Donc rien de tout ça. Donc c'est juste Charlie Kirk, par sa façon de débattre, a fait gagner la droite. Carrément, Ezra Klein, en lui rendant cet hommage, lui donne plus de pouvoir qu'il n'en avait vraiment. Il fait de lui quelqu'un de moins ridicule qu'il n'était. Parce que désolé, Charlie Kirk était un personnage ridicule. Charlie Kirk n'est pas celui qui a contribué à faire voter la jeunesse à droite et à l'extrême droite. Ce qui a contribué à ça, c'est davantage lié à tout ce que je vous ai expliqué de la culture même, de la culture internet, du nihilisme, des politiques d'extrême droite, des trahisons des libéraux, etc. etc. De la perte progressive d'accessibilité à l'université, du fait que ça coûte une blinde, que seuls les bourgeois peuvent y aller et que les bourgeois se radicalisent, non. Et de la nullité des partis démocrates aussi, hein, by the way. Ce n'est pas du tout à cause de la nullité du parti démocrate, non, parce que les démocrates, ils n'ont rien fait de mal, ils ont simplement participé au débat, mais juste Kirk était meilleur. Kirk n'a pas fait que cela. Mais il a joué un rôle essentiel dans la préparation de ce projet. Je ne connaissais pas Kirk, et je ne suis pas la personne la mieux placée pour faire son éloge, mais j'enviais ce qu'il a construit. Et là, on a tout le problème des libéraux. J'enviais ce qu'il a construit. Les libéraux sont jaloux des droitards. Parce que comme les libéraux sont infoutus de voir la violence, et sont infoutus de voir que les droitards gagnent par la violence, que ce soit une violence verbale, une violence indirecte, bah du coup, ils comprennent pas c'est quoi leur recette secrète, quoi. What's the secret sauce? Comment ils font? Je les envie parce que ils voient que du débat, ils voient que des idées. Du coup, ils voient juste des trucs. Oh, il doit être tellement meilleur que moi, mais comment ça se fait? Alors que c'est par la violence de ces discours justement qu'il arrive. Que c'est en fait les libéraux envient la violence de la droite, tout en tremblant à l'idée qu'elle arrive un jour. Ça dit absolument tout de ces putains d'idiots utiles de collabos. Sur les réseaux sociaux, j'ai constaté des réactions globalement positives au meurtre de Kirk. On y ressent de la tristesse et du choc tant à gauche qu'à droite. Mais j'ai observé deux formes de réactions mal avisées, aussi compréhensibles que soit la rage ou l'horreur qui les ont provoquées. L'une est une tentative de la gauche d'enrober la mort de Kirk de ses opinions. Après tout, il défendait le deuxième amendement, admettant même que cela impliquait d'accepter la mort d'innocents. Il trouve que c'est mal avisé de considérer que l'assassinat de Kirk est la conséquence de sa propre cause. Donc, finalement, il trouve mal avisé de penser, c'est mal avisé, de penser un meurtre politique à l'aune de la violence politique. Et du fait de ne pas voir la violence uniquement au prisme de la violence physique, mais aussi de la violence verbale, de la violence idéologique. Et qu'il y a de la violence dans la pensée de l'extrême droite. Il y a de la violence dans l'opinion, dans l'idéologie de l'extrême droite. La violence, c'est pas juste des gens qui sont méchants. Ce n'est pas de, ce n'est pas de la non-violence que de débattre. Au contraire même, encore une fois, c'est ce que disait Norman Najari, mais les débats en mode « Charlie Kirk défend cet étudiant wokiste !» Ça vient titiller chez nous ces affects de violence. Mais comme les libéraux maintiennent avec acharnement, mais avec un acharnement qui confine au génie, hein, des œillères sur les réalités de la violence en politique, bah ils ne peuvent que regarder béatement les Charlie Kirk se faire assassiner en mode « mais… » Les libéraux, ils mènent une politique violente. Le capitalisme, la logique permanente d'extraction de la plus-value du travail, d'écraser les travailleurs sous leurs bons sentiments et leurs trucs de liberté. L'idée d'une liberté qui permet à chacun de saisir l'opportunité dans le pays des opportunités, in the land of opportunities. Le rêve américain, c'est de la violence. Le capitalisme, c'est de la violence. Mais les libéraux créent un monde imaginaire dans lequel la violence n'est que violence physique
Et du coup, tant qu'ils excluent la violence économique du royaume de la violence, dans ce cas, ils ne seront jamais pris à défaut. Ils ne seront jamais pris à défaut moralement. Ils ont toujours besoin d'avoir une supériorité morale qui dépend du fait de parler doucement, même si le fait qu'ils puissent parler doucement dépend de la violence structurelle de l'État. Toi aussi, tu parles doucement. Hein. C'est assez. Hein. Bien sûr. Mais j'utilise la violence à bon escient. Tu utilises la violence, toi? Bah oui, quand je suis méprisant. Ah oui. Oui, c'est vrai. L'autre est une tentative de la droite de faire de son meurtre une justification pour une guerre totale. Un incendie du Reichstag pour notre époque. La gauche a tort de contextualiser la mort de Charlie Kirk dans la violence permanente pour laquelle il militait, et la droite a tort de vouloir de la violence en rétribution à la violence. Regardez, moi, je suis au centre, et je suis moralement droit dans mes bottes. Et je sais que il faut pleurer la mort de cet homme, tout en étant en désaccord, poliment, avec ses opinions. Et que je réprouve la violence plus qu'autre chose. Je suis mesuré. La violence politique est un virus. Elle est contagieuse. Nous avons connu des périodes endémiques de ce pays. Dans les années 60, il y a eu les assassinats de John F. Kennedy, Malcolm X. Ah, ben Malcolm X, il appelait pas la violence peut-être? Quoi? Il a cité Martin Luther King Malcolm Jr., X? Robert Kennedy et Medgar Evers. Il a cité Malcolm X? Alors qu'il aurait été le premier à dire qu'il réprouve la violence à laquelle Malcolm X appelle. Mais surtout, moi, j'ai envie que Malcolm X lui donne son avis sur la mort de Charlie Kirk. Ah bah ça. Je pense qu'il serait surpris. Dans les années 70, le gouverneur Wallace a été abattu par un assassin potentiel, enfin un assassin présumé, mais a survécu. Et Gerald Ford a été victime de 2 tentatives d'assassinat en un mois. En 1981, Ronald Reagan a survécu après que la balle de John Hinckley Jr. a ricoché sur sa côte et lui a perforé un poumon. Ces assassins et assassins potentiels avaient des motivations, des convictions politiques et des niveaux de stabilité mentale différents. Lorsque la violence politique devient envisageable, que ce soit comme outil politique ou comme moyen d'accéder à la gloire, elle commence à contaminer ses hôtes sans discernement. Voilà, la violence est un poison. La violence, c'est juste de la violence. La violence peut être décorrélée de tout contexte politique. La violence, d'ailleurs, n'existe pas dans les paroles politiques. La violence, c'est une maladie, un poison, quelque chose qui est hors du champ de la discussion, hors du champ du débat. C'est juste quelque chose, une espèce de gangrène étrangère. On ne sait pas d'où elle vient, mais c'est une espèce tu sais, c'est une espèce de virus de zombie, tu vois. Et en fait, on devient tous des zombies au contact de la violence, mais ce n'est jamais quelque chose qu'on peut interroger, dont on peut comprendre les origines, dont on peut comprendre les... Non, la violence est un poison, c'est une maladie. Et voilà. Et ça, c'est les libéraux, la dépolitisation permanente. La politique, c'est un jeu de dépolitisation. Le cœur de la politique, c'est qu'est-ce qu'on considère comme dans le champ de la politique et comme hors du champ de la politique. Typiquement, fut un temps, aux États-Unis, le fait de faire des politiques de grands travaux, c'était pas dans le champ de la politique, c'était la norme. Dans les années 60, 50, etc. Les États-Unis étaient la réserve d'or du monde entier. Ils avaient la thune de faire des grands travaux publics. Et conservateurs comme libéraux ont construit des autoroutes en disant que les travaux publics, c'était bien. Et après, progressivement, après une bataille politique acharnée d'une partie du camp conservateur, ils ont ramené la question des grands travaux dans le champ de la politique et c'est devenu politique. C'est devenu politique de dire est-ce qu'on met en place une politique de grands travaux ou pas. C'est devenu politique de dire est-ce qu'on développe le rail. C'est devenu politique, sous-entendu, c'est devenu débattable et contestable en fait. Et le jeu de la politique, c'est ça. La personne qui a le pouvoir a aussi le pouvoir de sortir des choses du champ de la politique et de dire c'est normal, c'est le bon sens, etc. C'est pour ça que l'idée du bon sens est aussi puissante dans les politiques populistes, parce qu'en fait, dire que quelque chose c'est du bon sens, c'est la sortir du champ de la politique et donc du champ du débat et de simplement dire c'est comme ça, c'est point barre. Et ce que font les libéraux, c'est de sortir perpétuellement, paradoxalement, mais de sortir perpétuellement la violence du champ de la politique. Parce que comme il ne faut pas de violence en politique, dans ce cas, on ne va pas analyser politiquement la violence. Et du coup, on va perpétuellement dépolitiser l'entièreté des sujets. Sauf qu'en fait, la violence, c'est la base même de la politique. À partir du moment où tu as l'État, tu revendiques le monopole de la violence légitime, etc., tu joues avec la violence, tu imposes des lois, tu as le droit de vie et de mort sur les gens, notamment dans le cas des États-Unis. Et le fait de prétendre pouvoir dépolitiser la violence, pouvoir la retirer du champ de la politique, c'est probablement le jeu d'obscurantisme le plus dangereux avec lequel jouent les libéraux. Parce qu'ils obscurcissent volontairement un aspect capital de la politique. Et c'est pour ça qu'ils aiment pas Mélenchon. Oui, tout conflictualiser, c'est tout politiser. Et donc c'est pour ça que les libéraux, ils détestent Mélenchon. C'est parce qu'ils ont intérêt à
dépolitiser la violence, à ne pas penser la violence parce que comme ça, ils peuvent tout mettre sous l'angle du bon sens et à retirer les choses du champ de la politique et à décider arbitrairement et autoritairement et donc violemment ce qui est ou pas dans le champ de la politique et ce qui est ou pas dans le champ du débat démocratique. C'est pour ça que les libéraux détestent la gauche. La politique américaine a ses camps. Inutile de prétendre le contraire. Mais les deux camps sont censés être solidaires d'un projet plus vaste. Nous essayons tous, ou du moins la plupart d'entre nous, de préserver la viabilité de l'expérience américaine. Et c'est ça, il n'y a pas de politique, c'est juste l'expérience américaine. Nous pouvons accepter de perdre une élection parce que nous croyons à la promesse de la prochaine. Ah ouais? Ah ouais? Ah ouais? Ah ouais, tu crois à la promesse de la prochaine élection, toi, sous Trump? Nous pouvons accepter de perdre un débat parce que nous croyons qu'il y en aura un autre. La violence politique met cela en péril. Kirk et moi étions sur des positions opposées sur la plupart des débats politiques. Nous étions du même avis sur la possibilité de poursuivre la politique américaine. Et c'est comme ça que les libéraux sont baisés par la droite. Parce que du coup, la droite n'a besoin que d'employer des termes un petit peu respectables, d'arrêter de dire le N-word et de commencer à dire les pauvres Américains ruraux. Et du coup, la gauche commence à se dire... les libéraux commencent à se dire... mais en fait, ils parlent comme moi. Mais on se bat pour la même chose, en fait. On peut débattre ensemble. Finalement, c'est presque un ami, quoi. Et du coup, ils voient un nazi qui met un costard au lieu d'une chemise brune. Et puis, du coup, il se dit, ah ben, copain. Lui aussi, il a un costard. Et c'est comme ça qu'on arrive à dédiaboliser le Front National parce qu'ils mettent des costards et qu'on a retiré tellement Vraiment de une choses du champ de la catastrophe, politique que, bah voilà quoi. Il s'agit d'un débat, pas d'une guerre. Il faut gagner par les mots et non par les balles. Je voulais que Kirk soit en sécurité pour lui, mais je voulais aussi qu'il le soit pour moi et pour notre projet commun. Merci d'admettre que tu as le même projet que Charlie Kirk. Il en va de même pour Shapiro, Hoffman, Hortman, Thompson, Trump, Pelosi, Whitmer. Soit nous sommes tous en sécurité, soit aucun d'entre nous l'est. Donc ça, c'est la réaction du blueprint du libéral aux États-Unis. C'est pour ça que tout ce que je vous ai expliqué sur les Groypers, sur ce monde bizarre de l'alt-right, de l'extrême droite, du monde des mèmes, etc., les gens-là, les Ezra Klein, seront toujours incapables de comprendre ça et continueront de travestir le débat politique comme ça parce qu'ils ont un intérêt fondamentalement à dépolitiser la politique, à déviolentiser la politique et donc à laisser l'extrême droite gagner. Et encore une fois, vraiment la phrase « j'envie ce que Charlie Kirk a construit », c'est vraiment la jalousie des libéraux qui prennent le débat de la droite pour un... Ils croient que quand la droite débat, c'est un signe de bonne foi. Ils sont dans tout leur désir de civilité, ils sont incapables de voir la violence et la malhonnêteté fondamentale de la droite, même quand elle prend pas les armes. Et ensuite, on arrive à Guillaume Erner. Parce que du coup, on a eu le blueprint du libéral états-unien. Et là, on va avoir le blueprint du libéral français. Le billet du matin de Guillaume Erner, qui est donc le mec qui s'occupe de la matinale de France Culture. Et ce matin, je suis Charlie. Et oui, mais quel Charlie? Puisque maintenant, il y a au moins... Je suis Charlie. Ah Ouais, Ezra Klein disait Charlie Kirk faisait la politique de la bonne façon. Et lui, il dit je suis Charlie Kirk, tout simplement. Et c'est là qu'on voit aussi le tropisme vraiment bêtement libéral de nos libéraux à nous, c'est réduire tout ça à la liberté d'expression. Encore un truc, je vous parlais de la façon dont la droite états-unienne a récupéré le terme de liberté pour faire passer le fait qu'en fait ils veulent remettre en place la ségrégation dans leurs États, donc la liberté des États, etc. Mais un autre truc, c'est la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est la façon dont la droite états-unienne a réussi à gratter justement et à dépolitiser la violence de ce qu'elle dit. Ce n'est que de la liberté d'expression, non, c'est de la violence. Mais sauf que comme les libéraux, ils sont flattés par le mot de la liberté parce qu'ils ont l'impression que c'est le leur. Bah du coup ils se disent ils veulent la liberté, c'est bien la liberté, moi aussi je suis pour la liberté, on se bat pour la même chose, l'expérience américaine. Et je suis Charlie, c'est exactement ça en fait, c'est l'incorporation en France de cette idée dépolitisée de la liberté d'expression. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, bref rappel, Charlie Kirk est cet influenceur trumpiste de 31 ans, assassiné par balle alors qu'il... Juste un influenceur trumpiste de 31 ans, on sait pas un influenceur, quand il dit influenceur t'as l'impression qu'il parle de quelqu'un sur les réseaux sociaux, non, c'est le mec qui a putain de créé Turning Point USA, il a créé le plus gros lobby politique de propagande de ces 10 dernières années, 15 dernières années, je sais pas. C'est juste un mec comme ça, il était dans une université, il s'est fait non. Et en faisant ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils whitewash Charlie Kirk, comme on dit en anglais. Ils le lavent de toute saleté. Parce que l'extrême droite, c'est encore un peu sale en France. Et puis Trump, on commence à découvrir qu'il y a des trucs fascistes aux États-Unis parce que Trump les met en place. Avant, sous Biden et sous Obama, c'était pas fasciste. Mais là, ça commence à être un peu fasciste. Là, les camps de concentration, la police des frontières, de l'immigration, ça, c'est... vu que c'est Trump, ça devient fasciste. Mais du coup, faut laver au maximum Charlie Kirk de son fascisme pour pouvoir dire
Je suis Charlie Kirk. Il menait un dialogue avec des étudiants américains. Il menait un dialogue avec des... Il menait un dialogue. Alors que c'est des débats fondamentalement malhonnêtes, que c'est une mise en scène, un simulacre de débat, qu'il n'y a absolument rien de liberté d'expression et de respect dans ces débats, que c'est juste des joutes oratoires, c'est pas des dialogues. Mais il menait un... C'est un influenceur qui menait des dialogues. Une activité qu'il affectionnait, ces dialogues, depuis Il affectionnait. Voilà. C'était pas la propagande politique ou quoi que ce soit, c'est juste que il aimait bien, c'est genre c'est son petit truc à lui. Tu sais, il y en a ils vont cueillir des champignons, il y en a qui font du VTT. Bah, lui, ce qu'il aimait beaucoup, c'est faire des dialogues comme ça dans les universités. Toi, t'es contre le dialogue, toi. Moi, je suis contre le dialogue. d'attitude observée chez des personnes qui se félicitent de la mort de Charlie Kirk ou bien sans s'en féliciter considèrent qu'il l'a bien cherché, Kirk, ayant récolté selon eux la violence qu'il avait semée. Mais voilà, quelle différence avec un assassinat politique comme celui de Charlie Hebdo. Et alors là, attention. Wesh. Ah bah, attention, le grand écart est monumental. C'est vraiment, tu vois Jean-Claude Van Damme là, entre les deux camions. Oui, 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 oui. Et bah, il a fait encore plus grand écart que ça. L'ami m'a soumis ce rapprochement et plus j'y songe, plus je le trouve valable. Alors certes, il y a des différences. Donc il y a un pote à lui dans son petit apéro dînatoire qui a dit ouais, c'est comme Charlie Hebdo. Il a dit oh, c'est vrai, je vais faire mon billet du matin. C'est vrai là-dessus. ça, c'est vraiment, intéressant. ça c'est vraiment désolé, mais les c'est même pas des journalistes. Les streamers de la radio là, voilà, je vous appelais des C'est streamers. vrai que c'est un peu Charlie Hebdo, quoi. Les streamers de la radio qui juste réfléchissent par mots-clés et qui se disent oh, mais c'est vrai que c'est un peu comme Charlie Hebdo, c'est vrai. Vous êtes bêtes, mais putain, C'est vous êtes vachement bêtes. réel, ça. Vachement intéressant comme avis. Différence, bien sûr, entre Kirk et le journal Bon, satirique. il y a des différences entre Charlie Kirk et Charlie Hebdo. Hein. On va voir c'est quoi ces différences. Côté un meurtrier inconnu mais qui ne semble pas être islamiste, de l'autre des islamistes alors même que l'islamisme a fait des milliers de morts. Nous, c'était pire, c'était les islamistes, quoi. Compte désormais les victimes. Charlie Hebdo est un journal satirique qui revendique le droit à l'humour, mais cet humour n'est pas compris par tous. Beaucoup ont jugé qu'il s'agissait d'un humour violent, hostile, menaçant. Charlie Kirk a pris des propositions honnies par la gauche. Des propositions honnies par la gauche. Attention, c'est quoi les propositions honnies par la gauche ? Anti-trans, masculiniste, ultra-conservateur, mais il n'a enfreint aucune loi américaine et était ouvert au dialogue. Le niveau de service après-vente du fascisme de ces gens. C'est déjà, encore une fois, tu vois, la loi, croire que la loi est neutre, encore une fois, hein, l'instrument de la politique, c'est de dépolitiser les choses. Alors quand on dit « Oh, t'as pas enfreint la loi », c'est une façon de rendre la loi neutre, de faire comme si la loi n'était pas violente. Et désolé, mais aux États-Unis, les lois sont violentes, en fait, déjà d'une. Et de deux, des positions honnies par la gauche. Donc il le place dans un truc de relativisme. C'est « Ah, la gauche n'aimait pas ce qu'il disait, mais oh, en soi, ça va. Il aimait juste pas les trans. Il était juste un peu masculiniste. Mais il a le droit, hein, c'est son opinion. » Et T'as vu, il y a un truc qu'il a pas dit, c'est anti-avortement. ah bah bien sûr, Et je pense que c'est choisi parce que je pense que ça passerait moins. dans son milieu, pas aimer les féministes et pas aimer les trans reste relativement acceptable, je pense. Oui. En tout cas, dans le champ du débat légitime. Bah surtout que là, il sous-entend que... comment dire ? Parce que comme il dit, c'est des positions honnies par la gauche. Parce que là, il se place en opposition avec la gauche, en fait, en faisant ça. Puisqu'il s'extrait du champ de la gauche. Il s'extrait de ce genre-là. Ah, la gauche n'aime pas ça, mais moi, je suis neutre dans tout ce débat, etc. Donc, il sous-entend que même si c'est techniquement illégal en France, t'as le droit d'être anti-trans à gauche. Après, sinon, c'est la gauche états-unienne, j'imagine. Bon, c'est états-unien. Mais tu sais, genre, c'est vraiment sa façon de se mettre à distance en disant « Ah, la gauche, j'aimais pas, mais oh, après la gauche, hein, c'est un peu désexagéré, quoi, on va pas se mentir. » Même s'il avait plus d'un tour rhétorique dans son sac. Or, c'est cela qui me semble important si nous... Alors, la phrase « Il était ouvert au débat, même s'il avait plus d'un tour rhétorique dans son sac ». C'est une façon de ne pas dire « Il était malhonnête ». Genre, il faisait semblant de débattre, mais il était malhonnête, c'est « Il avait plus d'un tour rhétorique dans son sac ». Pour éviter d'admettre que c'est cette mise à distance permanente, quoi. Nous sommes encore capables de dialoguer, c'est que c'est la parole qui domine, et la parole, aussi dure soit-elle, n'est pas la violence. Il n'est pas possible d'être... Et voilà, la parole n'est pas la violence. Mais c'est faux. C'est faux. C'est le premier truc que t'apprends même quand t'es un gamin, c'est tu sais que les mots blessent. Il ne faut pas dire ça à ton petit camarade. En fait, surtout une fois que t'as dit ça, t'as rien dit parce que contexte. Bah, si je dis que Guillaume Erner est un passe-plat du fascisme, ce n'est pas violent du coup. C'est que des mots. Si je dis même que Guillaume Erner Mais surtout qu'en est fait, un cette abruti phrase-là, en fait, ça dépend ignare, pourquoi tu qui parles. ne Genre, maîtrise tu sais, rien de son sujet et qui ne mérite pas d'avoir une telle audience sur France Culture, c'est pas de la violence, c'est juste une opinion. C'est dans le champ du débat. Mais Je peux en même plus, en débattre surtout, avec tu sais, lui. genre, on dirait que ça compare le fait
de dire à quelqu'un FDP ou lui mettre une patate, tu sais. Ouais. Là où le débat il est compliqué, c'est que t'as c'est pas la violence parce qu'il a dit un truc méchant sur les trans. C'est un questionnement sur un impact politique, sur un Ah oui. positionnement, enfin tu vois, genre il y a un truc où C'est le soutien à des politiques qui sont violentes, tu sais, on elles. dirait que ça parle d'une histoire où un mec random que personne connaît a dit un truc sur les trans une fois à quelqu'un et s'est fait tuer, tu sais. Ah ben un autre truc qu'a oublié Guillaume Genre, tu Erner, vois, c'est anti-immigration. Charlie Kirk, il était sacrément xénophobe et désolé, mais vous pouvez pas faire oh là là, Trump déporte les étrangers et en disant non, mais il disait simplement des opinions anti-immigration. Ah ben oui, parce que du coup, vous serez obligé de prendre les positions anti-immigration en France et de dire ah ben du coup, les positions anti-immigration en France sont violentes parce que ça peut mener à des déportations comme aux États-Unis et de Trump. Non, parce qu'aux États-Unis, c'est pas bien parce que c'est Trump. Alors qu'en France, on critique l'immigration. Mais c'est pas pareil, c'est que des paroles, c'est que des mots. C'est que voilà, il a pas dit anti-avortement, il a pas dit anti-immigration, on sait bien pourquoi, bref. C'est cela qui me semble important. Si nous sommes encore capables de dialoguer, c'est que cette parole, c'est que c'est la parole qui domine, et la parole, aussi dure soit-elle, n'est pas la violence. Il n'est pas possible d'être Charlie uniquement pour son Charlie à soi, autrement dit pour son opinion, le vrai Charlie. Bah si, on peut être Charlie que pour son Charlie à soi. Genre désolé, mais en France, on a des lois qui interdisent certaines paroles. On a des lois qui interdisent le négationnisme, tiens, par exemple. On sait que le négationnisme, ce ne sont pas que des mots. On sait aussi que c'est de la violence et que c'est la négation de violence de l'histoire. Et c'est toujours ce truc-là. Et en fait, ce qui est tellement contre son camp dans ce qu'il dit, c'est qu'il est dans un pays où cette logique du free speech ne fonctionne pas de la même façon. En France, il y a des délits liés à la parole, liés à la liberté d'expression. Alors qu'aux États-Unis, la liberté d'expression est pensée comme générale, comme sans limite, etc. D'ailleurs, c'est pas pour rien que c'est un des fers de lance de l'extrême droite, parce que l'extrême droite pousse la liberté d'expression pour pouvoir avoir le droit de dire qu'ils veulent remettre les Noirs en esclavage. Mais bref, il y a un truc c'est doublement contre son camp, parce que du coup, là, ce que fait Guillaume Erner, c'est porter une opinion. C'est du coup de considérer de fait que les lois sur le négationnisme, l'incitation à la haine, etc., ne devraient pas avoir lieu d'être, vu que ce ne sont que des paroles, vu que c'est que du dialogue. Et que du coup, si on peut être Charlie pour les Charlie de tout le monde. Donc si jamais, je sais pas, vous voulez pas être... Enfin, Guillaume Erner ne serait pas Charlie pour Forisson. Et pourtant, c'est ce qu'il sous-entend. C'est la suite logique, désolé, je suis la morale kantienne bien libérale Désolé, mais la suite logique de ce qu'il dit, c'est que dans ce cas, il faut être Charlie pour Forisson. Alors que non. C'est ce que les défenseurs du free speech, Exactement. disent, quoi. Oui. Au final, dans ce cas-là, même Forisson. C'est exactement ce qu'ils disent aux États-Unis. Et la bêtise, voire la complicité d'un Guillaume Erner, c'est de faire comme si ce n'était pas ça le contexte politique aux États-Unis. Et en fait, en dépolitisant, en occultant toute la nature politique du débat sur le free speech aux États-Unis, bah de fait, il perpétue la même violence en fait. De fait, il sous-entend qu'en France, on devrait avoir le droit au même type de violence rhétorique. C'est une folie, hein. La parole, aussi dure soit-elle, n'est pas la violence. Il n'est pas possible d'être Charlie uniquement pour son Charlie à soi. Autrement dit, pour son opinion, le vrai Charlie se bat pour l'opinion de l'autre, et donc désormais le « je suis Charlie » doit se conjuguer au pluriel ou bien se taire à jamais. Eh bah taisez-vous à jamais dans ce cas. Dans ce cas, ferme ta gueule. Littéralement, les journalistes disant grande personnalité clivante avec des idées bien arrêtées pour euphémiser fucking Jean-Marie Le Pen lors de sa mort dans les médias. Exactement. Et il y a plusieurs choses. C'est que déjà, il y a une incompréhension fondamentale de tout ce que j'ai expliqué déjà sur le geste nihiliste, sur la nature de ces communautés en ligne. Pour qui mais le truc de la violence, mais c'est... Mais parce qu'en fait, les libéraux, ils ont besoin de ne pas prendre en compte l'existence de ces communautés en ligne pour pouvoir dire « Ah, la radicalisation, c'est pas bien parce que c'est les algorithmes, mais on va pas quand même interroger le fait que la violence existe déjà au quotidien. » Et encore une fois, il y a une espèce de révérence envers le débat civil et articulé qui est en fait fondamentalement impuissante face à l'espèce d'écriture blanche spontanéiste des mèmes, quoi. C'est-à-dire que les mèmes sont à l'encontre totale de ce que les libéraux fantasment du free speech, du débat civil, etc. C'est du pur affect. Et c'est avec ce pur affect-là que jouent ces communautés d'extrême droite en ligne, etc. Il n'y a pas que l'extrême droite qui utilise les mèmes, hein, bien évidemment. Mais en l'occurrence, pour cet assassin-là, les mèmes qu'il a gravés sur les douilles des balles, c'est exactement ça. Et donc, fondamentalement, les libéraux ne seront jamais capables de comprendre et ne pourront que accompagner et laisser faire cette violence-là parce qu'ils sont incapables de saisir les degrés de violence qui existent dans la parole. Donc
voilà, tout cela me rend d'extrême gauche. Ah bah ça c'est clair. Hop, et avant de partir, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager comme d'habitude, ça aide à faire tourner l'algorithme. Et si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Stream Elements qu'il y a dans la description de cette vidéo. Allez, cette fois je vous laisse.